C'est jamais quand tu es au top que se pose la question de la performance. Ou tu n'as jamais eu l'occasion. Tu te poses la question de la performance quand tu connais l'échec. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Grind Game. Je suis Benjamin Kayser, ancien international de rugby et maintenant reconverti entrepreneur et investisseur, et notamment cofondateur de Teampack Ventures, le fonds d'investissement qui extrait le meilleur du sport de haut niveau au service de l'innovation positive. J'ai l'immense honneur et le privilège de rencontrer des entrepreneurs, des athlètes et des investisseurs, tous unis par un trait de caractère, le fait de ne jamais lâcher. C'est pour ça que j'ai créé The Grind Game dans l'espoir de pouvoir partager ces techniques, ces expériences, ces anecdotes qui soulignent ce trait de caractère absolument central dans la performance. Aujourd'hui, j'ai la chance et j'ai l'honneur de recevoir un invité de marque, un commercial dans la tech entre Bazaar Voice et maintenant Snowflake, qui vraiment fait perdurer cet esprit de compétition avec un goût prononcé pour le sport dans ces univers ultra compétitifs. Cet invité, c'est Yvan Smets. J'ai envie qu'on aille au-delà des conversations habituelles, qu'on aille chercher finalement les anecdotes et les moments les plus durs, les plus compliqués, et savoir comment est-ce qu'on traverse individuellement et collectivement cette adversité. C'est ça qui me fascine. Bienvenue dans un super épisode. Yvan, merci d'être là, merci d'avoir répondu présent à l'invitation, pile à l'heure. Je suis ravi de t'avoir. Eh ben pareil, ravi d'être là. Merci Benjamin pour l'invitation. Ça me sort de ma zone de confort. Je suis habitué à parler très formel et très business. J'ai une passion pour l'univers du sport. Ouais. J'essaye de pratiquer au maximum et j'ai toujours fait le parallèle en fait dans mon développement de business sur deux choses. Il y a l'entreprise, il y a le sport, il y a l'armée. Ouais. On partage en fait beaucoup de choses, des valeurs, des cadres, des manières de bosser, des manières de penser, comment on s'inspire les uns des autres. Donc c'était l'occasion d'échanger. Et puis j'ai pas l'habitude de parler avec un sportif parce que pour moi c'est on risque rien dans l'entreprise. Au pire, j'ai pas fait une affaire. Donc c'est pas grand chose. Alors que quand tu es sportif, c'est ta carrière, tu peux te blesser, il y a un physique qui rentre. On sait qu'on a une période beaucoup plus courte. Quand tu es sales, tu peux vendre toute ta vie, mais quand tu es sportif, tu as une période, tu as un pic et tu sais, et c'est peut-être ça, on reviendra au mindset, à quel moment on pense qu'on a passé son cap et qu'il est temps d'envisager, ou à quel moment on pense qu'on en a encore devant ou sous la pédale, et c'est la même chose quand on est dans le dur, dans le commerce. Mais alors, tu dis que je te sors de ta zone de confort, mais très franchement, on a fait un petit call préparatoire, histoire de discuter un peu des thèmes. Je t'ai trouvé extrêmement transparent, extrêmement vulnérable, très ouvert sur ces idées de performance individuelle et collective avec les hauts et les bas, la complexité, l'excellence, ce goût pour le sport. J'ai pas eu l'impression quand même de sortir de tes sujets de zone de confort, tellement t'étais animé et persuadé de cette quête d'excellence qui est évidemment parsemée d'embûches, quoi. Ouais, alors c'est un bon sujet parce que quand je dis que ça m'a sorti de ma zone de confort, c'est que j'ai été obligé d'aller un peu plus loin sur ok, quel est le lien avec le sport et puis qu'est-ce que ça me ramène moi en tant que sportif amateur par rapport à toi qui est un sportif professionnel, le fait qu'on soit sur un pied d'égalité sur la discussion. Et je me suis dit ok, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que je peux retirer, qu'est-ce que je peux projeter chez eux qui font et que moi je fais pas au quotidien avec mes équipes et que je peux mettre au quotidien. Ça m'a obligé à réfléchir, j'ai regardé des podcasts, j'ai regardé des vidéos qui m'ont rappelé pas mal de choses. Ça faisait un moment que je m'étais pas dit tiens, faut que je bosse un peu pour, en tout cas, faut que je réfléchisse un peu pour l'entretien. Ça me fait plaisir. Pour établir un peu les règles du jeu, est-ce que tu veux bien juste présenter très rapidement ton parcours professionnel ? J'ai mentionné Bazaar Voice et Snowflake. Un peu te dire comment c'est arrivé, sans parler de ton éducation, parce que ça, c'est un point qui m'intéresse beaucoup. Je préfère, get the cat out of the bag, mais quand tu m'as dit que j'étais un cancre à l'école pour finalement réussir comme tu fais, il y a une opposition de style qui est trop belle. Et ensuite, on parlera de ton goût pour le sport, quel sport que tu viens de mentionner. Mais d'abord, ton parcours pro en quelques lignes, s'il te plaît. Ouais, alors je vais juste je vais faire les articulations parce que c'est les articulations qui m'ont défini et je pense qu'ils sont intéressants et qui reviennent au titre du podcast. Moi, de formation, je suis ingénieur agroalimentaire. Donc rien à voir avec ce que je fais et rien à voir avec ce que j'ai jamais fait. Ouais. Je sors de l'armée, je cherche un job, ils cherchent des moutons à 5 pattes, j'ai rien, je regarde des annonces et dans les années 2000, ils cherchent des bras dans l'informatique. Ils les forment pendant 6 mois et ils les payent le double ou le triple de ce que je pouvais espérer. Je fais pas plus con qu'un autre. Allons-y, allons voir de la lumière. Je fais ça, ils me placent chez un client qui est un de leurs plus gros clients, j'en sais rien. Ouais. Au bout de 3-5 ans, au bout de 3 ans et demi, 4 ans, je finis par m'ennuyer. Je me dis, what's next ? Je rencontre un gars
qui voulait développer l'activité. C'était sur des produits, en fait. Avant Baservoice, j'ai fait BMC, qui était un concurrent de IBM et d'HP à l'époque dans l'informatique, donc un gros acteur qui pesait. Et il me dit, est-ce que tu veux venir développer les produits? Je lui dis, j'en ai aucune idée de comment on fait pour développer les produits, développer le commerce autour de ça, mais allons-y. Le fun fact, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais parmi le top peut-être 5 Français des meilleurs consultants et qui travaillaient sur les plus gros environnements. Ouais. Et donc lui, il m'offrait une augmentation de salaire. Et je dis, c'est incroyable, mais le mec est fou, il me surpaye pour ce que je fais. Et de l'autre côté, il se dit, le gars, il ne demande rien du tout. Et donc on a été tous les deux persuadés d'avoir fait la meilleure affaire, la meilleure deal du siècle. Ouais. Et puis là, je me retrouve embarqué, en fait, je fais quasiment que de la prestation pour l'éditeur. Ouais. Et donc je me dis, mais ça a l'air bien aussi. Puis il y avait cette mentalité américaine de go-getter et puis de challenger permanent. Et je me dis, mais moi, je veux y être. Donc j'ai tout fait pour rentrer par la porte, par la fenêtre. Et puis j'y ai occupé tous les postes. Donc je suis rentré consultant, j'ai fait de la formation, de la chefferie de projet. Puis ensuite, j'ai fait de l'avant-vente. Et après de l'avant-vente, j'ai fait sales spécialiste. Et puis ensuite, je suis devenu sales et puis global account manager. Voilà. C'était déjà un des premiers points sur ma carrière. Et c'est le grind game. Ça a été de jamais lâcher. Ça a toujours été de dire, c'est l'adaptabilité en fait qui a fait et la clé de mon parcours, c'était ça mon histoire. Le premier point, c'est la volonté et la volonté de se corriger et d'avancer, de jamais perdre la volonté de progresser et qu'il y en a toujours devant. En fait, plus tu avances, la seule chose dont tu te rends compte, c'est qu'il en reste plus devant que derrière, c'est tout. Et maintenant, ça t'a amené chez Snowflake? Alors, ça m'a amené chez Baservoice. Donc là, c'était mon ancien VP, Cédric Pêche, qui est le CRO d'une grosse boîte aux États-Unis qui s'appelle MongoDB, qui est aussi un mentor sur le sujet, qui m'appelle. Je suis sur le parvis de la Défense et qui me dit, mais Yvan, est-ce que tu veux encore rester pendant 5 ans à faire la même chose que tu fais où tu as tout appris, ou tu veux basculer sur un nouveau domaine qui va orienter ta carrière sur les 20 prochaines années? By the way, l'offre, elle est sur la table. Tu as jusqu'à demain matin pour me répondre, sinon bye. C'est un mec qui savait mettre des objectifs et un cadre. Et en fait, j'ai été séduit sur cette perspective de me dire, OK, encore une fois, je remets les compteurs à zéro et on repart. Voilà, donc là, j'y ai été sales, j'ai été responsable France, puis responsable Europe du Sud. Ouais. Et puis, j'arrive à ce point de Baservoice, encore une fois. Alors, tout ça, et ça serait intéressant de se connecter. Je l'ai fait avec mon pote et mon mentor aussi, qui s'appelle Thibaut Serrol, qui est un très grand monsieur en Europe du soft aussi, et on s'est posé des questions, on est arrivé au-delà de la quarantaine, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait pour la phase suivante de notre carrière? On a déjà fait beaucoup de choses et beaucoup d'échecs. Si on veut payer la maison dans le sud, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'importe pas d'armes, on n'importe pas de drogue, on n'exporte pas d'armes, on joue pas, on n'est pas forcément les meilleurs entrepreneurs, ou pas encore la mindset d'entrepreneur. Ce qu'on sait faire, c'est vendre du logiciel, et puis on a toujours été dans le wagon d'une entreprise qui était là, on exécutait, on était des exécutants. Mais est-ce qu'on est capable de créer quelque chose? Est-ce qu'on est capable de lancer? Est-ce qu'on est capable de faire autre chose que d'être des bons managers de quelque chose qui existe? Et donc, on a pris l'aventure Snowflake. Lui, il a ouvert l'Angleterre. 1 an plus tard, j'arrive dessus. Je suis le premier homme sur la lune du logiciel. Et voilà. Et l'aventure... Ça, c'était en quelle année? 2017, novembre 2017. Ouais. Alors après, j'ai d'autres histoires personnelles en fait qui croisent ça, dont on a parlé avant, mais l'histoire c'était ça, c'était de dire est-ce que je peux créer, est-ce que je peux me relancer, est-ce que je peux refaire un tapis, est-ce que j'en ai encore la niaque et tout ça. Et l'histoire, pour le coup, on a tout un parcours de sélection. Pourquoi on est arrivé à cette boîte, pourquoi à ce moment, pourquoi l'avoir choisi plutôt qu'une autre. Mais le fait est que Snowflake, c'est devenu la plus grosse introduction en bourse qui ait jamais été réalisée dans le monde du software. On a battu VMware, Salesforce, tous les gros acteurs du marché. Ouais. C'est une boîte qui est partie... Là, on vient de publier nos chiffres, et je ne fais pas la propagande, mais on vient de publier qu'on vient de faire notre premier quarter à 1 milliard de revenus. On faisait ça en 1 année, on vient de le passer à... C'est ça. Voilà. Et j'ai regardé depuis 4 ans, c'est au minimum 100% de croissance. Ah oui, on était jusqu'à des 250% de croissance, donc c'est hyper growth, comme dans le bouquin. C'est incroyable. Et donc maintenant, ta responsabilité chez Snowflake, c'est quoi? Donc moi, ces derniers temps, j'ai pris l'émission d'ouvrir en fait les nouvelles verticales ou les nouvelles. Donc là, j'ai passé les 4 dernières années autour de la finance à accélérer. Ouais. Et on a signé de grosses banques. Maintenant, on a ouvert ce point. Et là, je viens de me lancer sur la dernière vague, il restera, qui est l'industrie. Donc je m'occupe du développement du secteur industrie. Super.
Et ça m'a permis, parce que pendant ta carrière à Snowflake, tu as croisé le chemin d'Edouard Beaucourt, qui est maintenant chez Pigment. Ça m'a permis, parce qu'Edouard, il se trouve que c'est un des très bons amis du grand frère de mon meilleur ami. Donc je le connais depuis 25 ans, si tu veux, où nous, on jouait à la PlayStation comme des cons, et eux, ils avaient déjà leur voiture. C'était un peu ça, tu vois, le clin d'œil. Et donc, j'ai pu l'appeler pour parler de toi, absolument rien à voir. On en parlera dans un petit moment. Il m'a donné deux, trois anecdotes. Et donc, ton rapport au sport, quel type? Alors, moi, je sais, mais est-ce que tu peux décrire, du coup, quel type de sport te passionne et pourquoi, et un peu quand dans ton aventure personnelle? Ouais, alors moi j'ai toujours fait, j'ai juste 2 grandes lignes. Moi je fais des sports de glisse et des sports de combat. Ok. Et dans les deux, en fait, c'est vraiment la partie, ce que j'aime bien, c'est l'apprentissage de la technique. Ouais. Donc tout ce qui est maîtrise de la technique, et puis après c'est utilisation de cette technique. Ouais. J'ai fait beaucoup, alors j'ai fait un peu de tout. J'ai fait du tennis quand j'étais jeune, j'ai fait essentiellement du judo, j'ai fait du skate qui a été ma grande passion d'adolescent, où j'ai cassé tout ce qui était possible de casser, d'ouvrir, de fracturer. J'ai fait et après, j'ai rejoint mon track de sport de combat. J'ai fait du full contact pendant 3 ans. Ensuite, j'ai fait pas mal de crossfit. Ouais. J'ai fait beaucoup de sport, tout ce qui était poids du corps, kettlebell, tout ce qui est l'école Strong First aux États-Unis. Donc tout ce qui est l'école de Pavel Tsatsouline avec le retour barbell. Et puis, moi, c'était essentiellement le kettlebell. J'avais d'ailleurs, petite histoire, j'avais un kettlebell de 24 kilos au bureau qui était sur mon bureau, et je faisais des presses en fait, et ça faisait rire les gars et tout. Et ils se souviennent de moi avec cet article-là, à l'époque où j'avais cette passion et j'utilisais ça. C'était ça? Ouais, non, chez Bazar Voice. Chez Bazar Voice, t'avais un kettlebell de 24 kilos posé sur ton bureau. Ah, sur mon bureau, et on faisait des presses. Dis-moi que tu l'utilisais de temps en temps pendant des conversations. Bien sûr, bien sûr. Les gars, on était debout et je faisais un press. Parce que moi, j'ai un tic, ma femme, elle passe son temps à se foutre de moi, c'est que quand je réfléchis, j'ai toujours les mains, je me gratte le cerveau, je gigote. C'est un signe d'agitation intellectuelle chez moi. Et c'était un moyen de me canaliser, mais il y a des gars qui se souviennent et qui doivent se dire aujourd'hui... Tu grattais la tête, tu liftais un kettlebell. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, mais c'était marrant à l'époque, j'ai pas pensé, j'ai pas calculé sur le sujet. Et puis... Pardon, tu as mentionné ta femme, t'es marié et père de 3 enfants, c'est ça? Ouais, j'ai 3 garçons. Super. 10 ans, 14 ans et 17 ans, l'aventure la plus complexe. Le plus gros challenge. Le management le plus compliqué. Management familial. Le plus beau aussi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, et puis j'arrive chez... Enfin, c'est pas fun fact, j'arrive chez Snowflake. Le CrossFit, je trouvais qu'il manquait de structure en France. C'était trop pousser les gens à faire des exercices, et ils n'avaient pas... ils n'avaient pas la technique, justement. Ils n'avaient pas les techniques, ils n'avaient pas les préparations. Je voyais ça comme un moyen de se blesser. Et, fun fact, j'arrive chez Snowflake, je croise un pote que j'avais chez BMC qui fait du jiu-jitsu depuis des années, et qui me dit, tu sais, moi je fais du grappling, je suis là à Infinity à la Défense, où il y a David Pierre-Louis, il y a pas mal de gros compétiteurs, hein, c'est le club le plus capé de France en termes de titres dans le jiu-jitsu brésilien, et d'autres. Hein. Et il me dit, ça t'intéresse? Je lui dis, écoute, je suis passé dimanche dans mon village, et puis il y a un club de sambo qui a ouvert. Donc c'est la version russe du MMA. Sambo. Ouais. Voilà, c'est l'acronyme d'un truc en russe qui veut dire art de self-défense. C'était le truc du KGB au départ. C'est un mix de judo et puis de combat. Très fin. Russe. Wow. Efficace. De la lutte. Coup de genou autorisé dans la tête, coup de tête autorisé. Et comment tu gagnes? Alors, KO, j'imagine, et soumission? C'est essentiellement lutte. Donc, le principe, c'est tu projettes ton adversaire. Si tu le projettes au sol et qu'il a des épaules, ça tombe. Il n'y a pas de point. Donc, c'est soit KO, soit projection. Mais juste le projeter au sol, tu ne dois pas le garder au sol quelques secondes? Non, ça compte comme des immobilisations. Le principe, c'est si tu restes dessus et que tu l'as projeté et qu'il tombe les 2 épaules et qu'il est dessus, c'est bon. Comme un hippon au judo, quoi. Voilà, exactement, comme un hippon au judo. Ouais. Après, si tu fais des immobilisations, tu gagnes des points dessus, et au final, il faut une différence de 8 points. Et sinon, c'est KO. Wow. Efficace, pénalité sur manque de combativité. Et donc, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Alors, les coups dans la colonne, les coups dans la nuque, on a retiré les coups de genoux dans les testicules pour les pros. Mais on reste quand même, t'as droit au coup de tête, t'as droit au coup de genou dans la tête. Il y a quand même quelques douceurs russes. Dans la coups dans la nuque, c'est quoi? C'est par derrière? Ouais, t'as pas le droit. Ça, tous les éléments, tout ce qui est dangereux, tout ce qui est létal, ça a été enlevé. Il y a quelques balayages qui peuvent briser les chevilles ou les genoux qu'on a enlevés. C'est un ring, c'est un tatami, c'est une cage, c'est quoi? C'est la même surface qu'un tapis de lutte. Qu'un tapis de lutte, d'accord. Okay. Voilà, c'est 5 mètres de diamètre. Ok. Les mecs qui sont là, c'est des anciens militaires qui ont été envoyés au Japon pour étudier le judo.
Ensuite, ils sont revenus en Russie. Ils ont mélangé ça avec toutes les luttes du Caucase, où il y a le sport roi, Daghestan, Arménie, Tadjikistan, enfin tout le Istan, et puis la Perse. Ouais. Et puis, au départ, c'est un sport de self-défense. Donc, c'était pour le KGB. C'était l'équivalent du Krav Maga des Israéliens. Et puis, c'est devenu un sport de combat qui s'est enrichi. Et après, dans les années 90, ils ont étendu avec l'ajout des pieds-points. Et c'est devenu le sambo. Il y a 3 versions. Il y a self-défense. Ouais. Il y a sportif, qui est le judo russe. En Russie, le sambo est dans tout l'Est, dans le Caucase, c'est le premier sport. Ouais. Donc là où ça mélange et le judo et la lutte. Et ils ont rajouté la dimension combat, qui est un MMA russe avec quelques coups supplémentaires. Wow. Les grandes différences, c'est que tu gagnes sur projection et surtout, t'as pas de points. C'est-à-dire que chaque coup de poing que t'envoies, si t'as laissé ouvert, tu peux tomber KO et tu peux prendre quoi. Tu fais très attention avant de lancer les coups. Et ton rythme d'entraînement actuel, c'est quoi ? Alors, moi, sur cette année, ça a été pourri parce que je me suis blessé. Ouais. Généralement, je m'entraîne soit lundi et mercredi au jiu-jitsu et à la lutte. Ouais. Et je fais le sambo le jeudi et je fais du physique le week-end. Et quand je peux, je vais au sambo le samedi. Voilà. Quand je suis pas donc sur les voies. Entre jiu-jitsu et sambo 4 fois par semaine et un entraînement supplémentaire un peu plus. Ouais, on va dire 3, à minimum 3. Ouais, et après, c'est quand même énorme. Ouais. Et d'ailleurs, ça a été un de mes gros sujets, parce que je me suis rendu compte tu fais des compètes, attends, bon, on en a parlé, parce que ouais, j'en ai fait avant d'être blessé, j'avais fait des compètes. Mais là, je voudrais retourner, en fait, juste au jiu-jitsu, je voudrais reprendre les compètes. Mais je suis en train justement de planifier, parce que je me rends compte qu'en vieillissant, je mets plus de temps à récupérer. Donc, il y a une composante sommeil que j'avais pas avant, qui commence à pointer le bout de son nez. Et c'est pareil dans le boulot, je me rends compte qu'en fait, la discipline, la fraîcheur d'esprit et la disponibilité, l'ouverture sur les autres et la réception, ça nécessite que je change un peu mon train de vie en vieillissant. Ce que j'ai eu du mal à accepter. Et je pense que comme beaucoup de sportifs ou comme beaucoup d'acteurs, c'est comment on s'adapte. T'as quel âge exactement ? Là, j'ai 50. Cette année. Ouais. Non, mais ça se fait. Hein. Ouais. Je vis bien avec ça. Mais c'était le fait que je l'intègre. C'était le fait que je ne suis pas indestructible. Donc, attends. Donc, si on résume de façon très rapide... Moi, je peux dire que tu es un super manager parce que j'ai posé des questions à pas mal de gens dont ça a été la première description. Apparemment, un très bon mentor, un très bon coach. Il pourrait faire du coaching plus tard tellement il est vraiment animé par ça. Mais quand même un manager dans des équipes sales chez Snowflake qui viennent de publier le premier quarter à plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, croissance d'entre 100 et 200% par an depuis 5 ans. Enfin, une machine de guerre de la tech mondiale. Tu t'entraînes 3 à 4 fois par semaine avec peut-être un peu plus de physique dans des sports de combat particulièrement violents. Tu es père de 3 enfants, 3 garçons et marié. Mais quand on discute tous les deux au tout début, tu me dis à l'école, je suis un cancre. Je suis feignant, je manque de discipline, et je vais aller nulle part, je vais droit dans un mur, je suis en échec scolaire par plupart des trucs. Tu me parles des petits boulots que tu avais fait où tu avais, je sais plus. Non, c'est les colis. Tu m'avais parlé tu devais empiler des journaux, c'est pas ça, des magazines. Donc tu avais quand même parle-nous d'un peu de ce moment-là, de pourquoi t'étais, enfin pas pourquoi t'étais un cancre, mais de ce moment où tu te décris toi-même comme un cancre. Alors. Moi, j'ai des parents profs, donc l'école, c'est hyper importante, mais en fait, j'ai jamais vu une finalité. Donc, je me suis fait virer du lycée parce que je foutais le bordel, je bavardais, je m'occupais des gonzesses et du skate. Voilà, à peu près 99%. Et le reste, c'était de la musique. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Okay. En sortant de terminale, mon plus grand rêve, je voulais être rodiste de Metallica, voilà, mais j'étais pas bon en guitare, mais voilà ce que je voulais faire. Et puis j'ai réussi à m'accrocher à un BTS qui vaguement m'intéressait. Ensuite, j'ai fait une année de spécialisation dans l'industrie. Et là, ça m'avait intéressé. Je me suis dit, tiens, je vais rentrer en école d'ingénieur où je vais essayer de pousser pour y aller. Et là, ils m'ont dit, merci Yvan, c'est super, mais en fait, t'es trop bon pour nous, donc on va pas pouvoir t'accueillir, tu mettrais la pression aux autres. Et là, je me retrouve au chômage. Sans rien savoir quoi faire, je vis chez mes parents. Mon père est sur mon dos à longueur de journée en se disant qu'est-ce qu'il a fait pour avoir un feignant qui sait rien faire de sa vie. Et je faisais des rêves parties à cette époque-là. Donc je me suis mis dans la techno, on faisait des rêves carrière parties, on avait un camion, on montait des sons interdits dans des dans des technivals et tout ce qui s'ensuit. Et ma passion c'était ça. Et je cherchais à m'acheter des platines et des disques. Et donc j'ai pris tous les boulots qui passaient. Et dans les boulots, je me suis retrouvé à l'usine à empaqueter. Enfin, je me suis retrouvé à l'usine, à la chaîne, à prendre des madeleines et à les mettre dans des paquets. Et puis, j'avais un truc particulièrement... J'ai travaillé dans les champs aussi. J'avais 10 km à faire en vélo le matin pour arriver et biner des betteraves. Voilà. Et le dernier boulot qui m'a particulièrement marqué...
Je trouvais un job intermédiaire dans une imprimerie, donc il fallait que je me lève à 3h du matin pour arriver à 4h. C'était juste un hangar avec 5 machines. Le mec plus expérimenté avec sa machine était autonome. Moi, j'étais sur une machine qui imprimait des catalogues pour Leroy Merlin. Et en fait, il fallait que ça imprime un truc en rouge avec promotion de février. J'étais en face d'un mec qui était Cotorep, qui était sourd et qui avait un t-shirt sourd en colère. Et mon boulot, c'était de prendre 5 catalogues. Et quand il les avait, je me retournais, je les mettais sur la palette. J'en prenais 5 autres et je les mettais dans l'autre sens. Et en fait, et j'avais 5 minutes pour aller pisser. Et le mec, il mettait un chronomètre dans 3 vieux chiottes à la turque et il fallait que je cours jusqu'à l'atelier. Voilà. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Ils m'ont pas envoyé un mot, pas un truc. Et je me suis dit, waouh, ça a été le choc. Je me suis dit, waouh, faut que je me prenne en main, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qui je suis et qu'est-ce que je vais faire? On m'a toujours dit que j'avais des moyens, que je les avais jamais exploités. Je confirme, je les ai jamais exploités. Mais maintenant, j'ai un peu le stress. Donc là, j'ai un pote qui va en Belgique. Et en Belgique, la particularité, c'est qu'à l'époque, tu pouvais t'inscrire, les examens étaient en fin. T'as pas d'examen de début. Donc je me réinscris là-bas, à l'école d'ingénieur là-bas. Je fais tous les trucs préparatoires et puis je rentre dans une discipline de fer. C'est-à-dire que là, je m'y jette à corps perdu. Mais donc attends, cette discipline, tu ne l'avais pas du tout avant. Rien. D'accord. Rien. Et même dans le sport, Rien. tu faisais pas des arts martiaux à cette époque-là, tu faisais du skate, comme tu disais. J'avais commencé le full contact avec un pote, mais j'étais encore un dilettante dans tout ce que je faisais. J'avais pas d'hygiène de vie. D'où vient cet électrochoc alors? C'est ce t-shirt sourd en colère, c'est quoi? Ouais, c'est le moment où en fait, à force de chercher des boulots, à chaque fois on me renvoyait sur des trucs pourris, puis je faisais le bilan et je fais ouais, de toute manière je gagne des clous, c'est toujours la galère, c'est la galère au quotidien, c'est la galère avec tout le monde et de toute manière ça m'amène nulle part. Donc il va falloir me poser la question de qu'est-ce que je veux. Il y avait des trucs qui m'avaient plu et j'avais pas eu le niveau et je m'étais dit mais moi je voudrais bien faire ça. Ça avait commencé à m'intéresser où je sentais que je voyais la lumière par là. Et mais il va falloir que je fasse quelque chose. Et puis j'avais vu aussi au full contact avec ma vie de rêveur, c'est pas très très compatible quand tu rentres à 5h du matin et que tu as fumé des bédos pour aller après t'entraîner et prendre des coups dans la gueule. Et je me disais même sur les trucs que j'aime bien, tout ça n'est pas très cohérent. Voilà, j'ai eu l'éclair. Et donc je rentre à cette école et là je m'y mets discipline. J'avais loué un appart, en fait j'étais en Belgique, j'avais un appart ascétique, j'avais un lit en carton avec un matelas, j'avais une table, une chaise et un micro-ondes. Et en fait, je sais pas, j'ai eu le déclic, donc je me suis mis, j'avais une rythmie que j'ai faite pendant toutes mes études. Combien je me levais, c'était 4 ans. J'étais fait 4 ans, 2 ans de prépa et après j'avais 2 ans de spécialisation. Et je faisais sans pompe, sans traction, sans squat et puis sans abdos tous les matins. Et avant d'aller bosser, et puis je faisais la même chose quand je rentrais le soir. Et c'était rituel. Et je bossais tout était timé. Je me levais, je faisais ça, j'allais à l'école, le même trajet, j'apprenais, je revenais le soir, je m'accordais 15 minutes, je lisais 15 minutes, je faisais un exercice, je bossais, j'éteignais la lumière à 21h. 4 heures, voilà. 4 ans. 4 ans. Et voilà, donc déjà j'avais fait les révisions pour les vacances, je me dis tiens, ça me plaît, et puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. J'arrive à la première, donc on est 200 dans l'amphi, j'arrive au premier truc, je sors 3e en physique avec un 17, c'est une note que j'avais jamais eue, donc en maths sup, donc il y a un niveau qui tire un peu. Il y a mon pote qui vient vers moi en courant, il dit Yvan, tu sais quoi, tu sais combien t'as eu? Alors avec un accent belge, je le ferai pas et tout. Et il me dit ça et j'y crois pas. Et puis c'était vrai. Et donc là je me dis, ah ouais, donc en fait je peux. Et ça a marché. Et là, surtout. la machine. Là, je me dis, je peux. Donc, contrôle de maths qui arrive derrière. Je sors avec un 19 en maths. Je sors premier de ma promo sur le sujet. Et là, la machine est lancée. Je vois que ça réussit. Il suffit d'exécuter, je reste dedans. Et je fais tout ce track. Je sors major de promo de mon école. Et voilà. Et ça s'est fait. Et il y a cette discipline. Et j'ai gardé, en fait, en tout cas, et parfois, j'en suis nostalgique. C'était des années difficiles. Mais j'en suis parfois nostalgique de cette excellence et de cette performance absolue dans tout ce que je faisais, quoi. Voilà, parce qu'après, tu as des enfants, parce qu'après, tu as la vie, parce qu'après, tu as une femme, parce qu'après, tu as le boulot, parce qu'après, tu as des choses qui te prennent. Et en fait, même si tu cherches encore cette performance où tu la gardes, tu n'as pas cette performance que tu as entre 20 et 30 ans dans lequel tout le corps, l'intellect, les éléments, la liberté de vie fait que tu peux te rechercher et que tu peux toujours aller chercher ça comme une fin en soi, quoi. Quand on discutait ensemble, tu m'as dit mes qualités, c'est que j'observe, j'analyse et je copie bien. Ouais. Ça veut dire quoi pour toi, bien copier? Alors, j'ai appris beaucoup plus tard en fait que c'était pas vrai, mais un truc qui m'avait marqué à une époque, c'est un mec m'avait dit, tu sais, en Chine, il n'y a pas d'idéogramme pour, il y a pas d'idéogramme pour apprendre.
L'idéogramme, c'est copier. En Chine, bien apprendre, c'est bien copier. Donc, il faut que tu observes. Et c'était un truc, mon père, après, il y a toujours dans la famille, mon père était toujours fasciné par les compagnons du devoir, où tout s'apprend par la transmission et la répétition d'un geste infini pendant des heures et des heures. Et j'avais lu une cote d'un musicien qui s'appelle Jim Hall, qui est un musicien de jazz. Et j'ai encore fait une formation la semaine dernière à mes équipes sur cette phrase qui dit « faut tout apprendre, tout oublier et jouer ». Et donc, mon sujet, c'était ça, c'était de tout apprendre, donc de le répéter des milliers de fois, le drill que tu fais au sport. Enfin, je pense que tu as des anecdotes aussi là-dessus. C'est la répétition de la technique dont tu parlais pour les arts martiaux. C'est que ça. Exactement. Et puis, je fais toujours le parallèle avec les militaires, parce que j'ai aussi de la famille militaire. Attends, avant que tu parles sur les militaires, tu disais il faut tout apprendre, mais il faut tout oublier. Ça veut dire quoi, il faut tout oublier? C'est le lâcher-prise, c'est quoi? Ouais, exactement. On a un dicton qui dit nous, on est unconsciously incompétente. Donc, on n'est pas compétent et on ne sait pas. Et en fait, on a une matrice où on doit passer par des états. On doit devenir consciously incompétente. C'est-à-dire, on doit se rendre compte qu'on est mauvais. Puis ensuite, on doit devenir consciously compétente. Qu'on a besoin d'apprendre quand on dit mauvais, qu'on a besoin de progresser. C'est des étapes, attention, c'est des étapes. Mais c'est des étapes de réalisation et d'acceptation qui vont t'emmener. Puis ensuite, tu es consciously compétente, c'est-à-dire que tu as appris quelque chose, tu le sais, tu fais attention. Et en fait, le Saint Graal, c'est quand tu es unconsciously compétente, ça va rejoindre le tout oublié, c'est... Moi, je dis, vous l'avez métabolisé. D'accord. Vous n'avez plus besoin de penser à ça. Vous n'avez plus besoin de réfléchir. Vous n'avez plus besoin de regarder la note et dire 1, 2, 3, 4. Là, en ce moment, je révise pour ma ceinture suivante. Ouais. J'ai un certain nombre de techniques de base où je révise mon drill. Petit 1, accrocher le col, incliner mon poignet, coller contre la hanche, coller contre la hanche. Et il y a des moments, je dis, tiens, ça passe pas. Et je relis, je fais, c'est pas encore rentré en fait. Ouais. Quand je suis en situation de combat que je viens, je lève mon coude comme un, et ma technique, il faut que ça devienne intuitif, quoi. Voilà, il faut que ça devienne. C'est l'intuit. Et c'est aussi la beauté. J'aimerais bien un retour là sur le sport à haut niveau. C'est quand une fois que tu as métabolisé, tout est l'instant, quoi. C'est quand tu fais quelque chose, tu es dedans, tu n'y penses pas, tu n'y réfléchis pas. Et il y a des choses qui se font, il y a des manières. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui te dit oh là là, on a une mauvaise nouvelle, le client, il va pas signer, il va choisir l'autre, ça fait 6 mois ou 1 an qu'on bosse dessus, branle-bas de combat. Et là, tout d'un coup, tu dis ok, le plan, t'appelles les gars et tout le monde est rodé. Celui qui a l'avant-vente, il sait ok, donc moi je pense à ça, on pourrait faire ça, moi je pourrais faire ça. Tout le monde à ta place, tout c'est en ordre et on exécute. Et il n'y a pas besoin de réfléchir en se disant les automatismes, ils sont là, on les a travaillés pendant des milliers pour que quand ça se déroule, tu lâches. On en a parlé tous les deux, cet état de flow collectif auquel moi je suis totalement addict. Ça demande énormément de préparation. Donc tu vois, c'est Vince Lombardi qui disait ce que vous appelez la chance, moi j'appelle une préparation qui rencontre une opportunité. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir, pour pouvoir réagir à cette adversité du moment qui arrive et qu'est-ce qu'on fait, avant de pouvoir passer à l'action, il faut avoir suffisamment d'outils dans la poche pour être prêt. Donc il y a vraiment cette idée le but final, c'est l'intuition, c'est que ça devienne naturel, parce que d'un coup, en plus, accessoirement, ça devient très facile, alors que ça paraît impossible. Et c'est perpétuellement dans ton entraînement de te mettre dans j'imagine que tu fais ça tout le temps dans tes entraînements de sport de combat, c'est de mettre dans des situations difficiles. Et donc je t'avais parlé de ces what if sessions, que nous, on essaie d'envisager tous les scénarios possibles. Il se met à pleuvoir au bout de 5 minutes, on prend une interception, on perd notre meilleur joueur à l'échauffement, pour que finalement quand ça arrive, et nous c'est une donnée temps comme toi pendant les combats, mais nous c'est même encore un peu plus long, on va dire 80 minutes, où tu passes vite à la solution, à l'action pour réagir à cette adversité, plutôt que le ciel nous tombe sur la tête, pauvre nous d'avoir ce manque de chance, alors que ça arrive tous les jours, des changements de vent, des changements de situation, des changements d'écosystème, du manque de réussite, d'un concurrent qui est bon. Ça arrive que des fois que les autres soient bons aussi, il n'y a pas que toi qui bosses dur, tu vois, les autres sont là. Donc je comprends totalement ce que tu veux dire, c'est avoir suffisamment d'outils préparés pour que quand l'adversité est là, tu passes à l'action et tu trouves la solution le plus vite possible. Ouais, alors là, tu ouvres encore une fois la boîte sur plein de sujets sur lesquels on travaille. Il y a un des sujets qui est de dire, c'est contrôle de controllables. 100%. C'est-à-dire que... uniquement se concentrer sur quoi tu peux avoir un impact. Exactement. Il y avait un bouquin qui s'appelle 7 Habits of Highly Efficient People, qui est aussi une bible qui peut être appliquée dans la vie et sur plein de sujets. Et un des premiers sujets, c'est de Circle of Influence. Il y a un point au milieu, il y a un premier cercle et un deuxième cercle. Ouais. Et Cédric Pech, mon mentor, ça a été un premier choc dans ma vie à l'époque. Il y avait des gens qui lui posaient des questions sur BMC en sachant qu'est-ce qui allait se passer et quel était le cours de l'action. Ouais. Et il nous a dessiné sur un flip chart, il a dessiné ces 3 cercles et il dit bon ben voilà les gars, toi qui viens de me poser cette question, t'es ce point qui est là. Ce qui est autour de là, c'est ton cercle d'influence.
C'est ce sur quoi tu peux avoir une action qui va avoir un impact. Le deuxième cercle, c'est le cercle qui n'est pas dans ton influence. Les décisions, ce qui se discute au board et autres. Tu sais que quoi ce qui passe dans cette entreprise, je suis au même point que toi. Moi, je vais être prévenu peut-être 10 minutes avant. Donc, te focalise. Et le troisième cercle, c'est quoi? C'est la macroéconomie. C'est l'ordre du monde. Voilà. Donc, mais en tout cas, ne te préoccupe jamais du deuxième cercle. Tu n'as pas d'action dessus. Quoi que tu fasses dans un sens ou dans l'autre, tout ce que tu peux trouver au bout de ce chemin-là, c'est la frustration. Ou alors, c'est bouddhique, hein, tu vas te rendre compte que tout est impermanence et qu'il n'y a rien pour toi dans ça. Mais si tu veux réfléchir sur quelque chose sur lequel tu peux avoir un effet, réfléchis sur ce qui est sous ton contrôle. Et ta première chose, c'est assess au sens de évalue, observe, regarde. Que sont les choses qui sont sous ton contrôle? Ta fréquence, ce que tu manges, ce que tu fais, comment tu te reposes. Quand tu es sales dans une organisation comme la nôtre, tu gagnes pas seul, tu gagnes en équipe. Tu as, et c'est un sujet, on a un sujet demain avec toutes les équipes. Alors, je peux le dire maintenant puisque le podcast sera passé, mais c'est le sujet du chef d'orchestre et on dit « It needs a village to win a deal ». Il faut 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes pour les amener, pour organiser, pour se coordonner. Et il y a ce besoin de travailler tous ensemble. Vous valorisez le travail de l'ombre? Vous valorisez les... Dans votre équipe sales, j'imagine qu'il y en a qui brillent, il y a certains qui marquent des buts, il y en a d'autres qui construisent les actions. Bien sûr. Vois, et nous, au rugby, c'est exactement... Moi, je ne marquais pas un but, par exemple. Jamais. Hein. Tu vois, vraiment, c'est tout ça. Mais sans moi, c'est les départs d'action en touche, tu vois, c'était moi qui touchais la balle en premier. Qui initiait la chose. Exactement. Et bien sûr. Mais pour que je me sacrifie, il faut que je sois valorisé. On est un peu humain, on a besoin d'être flatté dans notre ego, on a besoin d'être valorisé pour ce sacrifice, ce don de soi pour l'équipe. Ça, tu arrives à le faire dans tes équipes? Alors, c'est un bon point ce que tu dis parce que c'est mes équipes et les autres équipes et mon chef, parce qu'en fait c'est une pyramide et ça doit se relayer. On a, et ça c'est un point aussi, il y a des valeurs. Au bout d'un moment avec les gens, tu peux plus contrôler, tu peux faire des playbooks qui sont prêts, mais c'est que, et je reviens à l'armée, mais je repasserai plus tard sur le sujet, c'est... À l'armée, on te prépare et on fait tous ces drills pour te dire on va te lâcher, ta radio lâche, tu n'as plus de lien avec la base, tu as juste un objectif. Si le pont est cassé, tu dois trouver un moyen de passer autour. C'est pas nous qui allons te le donner, il y aura pas d'aviation, il y a personne qui va t'y emmener. Donc tu dois être préparé à l'imprévisible. Et tu dois pouvoir agir. Et tu dois avoir un code, tu dois avoir des automatismes et tu dois avoir un code qui te dit dans certaines situations quels sont les éléments que je dois prendre en considération. Donc nous, on a ce qu'on appelle les values, on a 10 values, think, being, be excellent, make the best of each other, voilà. Et tous les 6 semaines, on a une réunion avec toutes les équipes et on prépare ça. On a préparé ça toute la semaine avec les autres managers, avec mon chef, et j'y reviendrai là-dessus, sur qui a fait quelque chose qui illustre ses valeurs. En dehors du fait qu'on est payé pour closer des deals et que le commercial a ramené la commande à la fin et que c'est ça, mais qu'est-ce qu'on célèbre à côté et qui peut être une initiative qui a été prise pour les autres, pour le bien-être des équipes, pour la coordination, pour quelque chose de l'ombre qui n'a pas été vu et qui est... avoir fait venir cette personne qui a parlé avec nous, qui a ouvert l'esprit aux gens qu'on a ramené derrière et qui a ouvert un nouvel angle sur une nouvelle campagne, ben c'est pareil que toi quand tu as lancé sa touche. 100%. Et ça, il faut le valoriser pour que chaque personne se sente le tout. Et vous faites comment pour le valoriser? C'est juste on a une remise, donc à l'occasion en fait de ce qu'on appelle le Hollands. Donc on a toutes les mains qui viennent. On a une partie célébration et on a une bouteille de champagne en fait qui est offerte et on a un cérémonial. Donc sympa. Il faut créer. Voilà, il y a aussi la célébration, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans notre société, on a aussi perdu le contact, on a aussi perdu le sens du rituel, le sens de... Les gens ont besoin d'avoir des étapes et d'être marqués et d'être reconnus. Et il y a des cérémonies qui valident aussi bien dans un sens négatif que dans un sens positif, mais qui valident ces étapes. Et ça, c'est une manière formelle de reconnaître vis-à-vis des autres, avec une autorité, avec des éléments, de communiquer. Et on leur donne aussi le micro sur certaines aventures, le meilleur du meilleur. On va lui donner le micro pour nous partager ce qu'il a fait, comment il est arrivé. Voilà. Et ça aussi, ça fait... La culture de la reconnaissance, c'est fondamental. En fait, si tu es manager et que tu penses que les gens ils vont bosser pour toi parce que c'est ton ego et que tu as envie de toucher ton salaire, et c'est peut-être mon premier job de manager ou de coach, c'est d'abord de s'oublier, quoi. C'est John McMahon qui disait, à partir du moment où tu changes de job, ton seul sujet, c'est ton équipe. Tu m'avais même dit, mon but dans la vie, c'est finalement que mon équipe ait presque plus besoin de moi, qui me dépasse. Ah, et bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est ton but en fait en tant que manager. Voilà, l'obsession. Moi, je suis très, très centré sur la transmission, la formation, le développement. Ouais. Parce que je pense que le job, c'est de former les gens et de les autonomiser au maximum. Et après, le but, c'est de les emmener et qu'ils soient les meilleurs. J'imagine que le sélectionneur qui t'a regardé, il s'est dit, lui, je l'amène, je le mets dans un environnement. Et si je lui donne le contexte, le training, le cadre et l'environnement, il va révéler un potentiel que j'ai vu.
Moi, mon job, c'est d'essayer avec toute cette expérience de trouver ces gens. Donc, c'est quoi les caractéristiques? Et de regarder au-delà de la fumée, au-delà de ce qu'on peut déclarer, au-delà d'un CV qui a été fait par une bonne agence de communication, quels sont les éléments que je peux en analyser. Puis quand je suis en entretien avec les gens, une fois que j'enlève le blabla commercial, la première chose que tu fais, c'est bien te présenter et donner une bonne image de toi. Mais comment tu vas découvrir, déceler, révéler des grains, des failles, des traits de caractère? Parce qu'au final, ce que tu cherches à la fin, quand tu as tout enlevé, c'est de l'humain. C'est des traits de caractère, c'est de la résilience, c'est de la volonté, c'est de l'opiniâtreté. Et tu vas les chercher chez des gens, et ça rejoint les sportifs. Bien souvent, les sportifs, quand tu as connu l'échec, quand tu as connu la blessure, quand il faut remonter, quand tu as une série et que tu es menacé d'être relégué, c'est jamais quand tu es au top que se pose la question de la performance. Ou tu n'as jamais eu l'occasion. Tu te poses la question de la performance quand tu connais l'échec. Ah, bon là t'ouvres tout un chapitre. Mais c'est marrant de te sentir t'animer quand tu parles de tes équipes et du coaching et des connexions humaines et de ces relations que tu franchement qui dégueulent de toi si tu veux. Et pourtant tu fais un sport individuel. Ouais. Et t'avais dit un truc qui m'avait marqué, c'est-à-dire que pour moi l'adversaire est un miroir. Et en gros, qu'est-ce que tu as découvert de toi en affrontant les plus durs adversaires? Alors. Le jiu-jitsu brésilien, si on veut apprendre l'échec, je pense que c'est le meilleur sport de combat que j'ai pratiqué pour ça. Aujourd'hui, il y a un peu plus, et ça dépend des écoles, il y a un peu plus de programmes pour les débutants et pour les amener, mais il y a encore quelques années, tu rentrais, tu arrivais sur le cours, il n'y avait pas de distinction entre les anciens et les nouveaux. Ouais. Les plus anciens te prenaient et tu passais 60 à 90 minutes selon le temps de l'entraînement à te faire presser, compresser, écraser par des gens qui pesaient plus que toi à pas respirer. Tu essayais de bouger dans un sens, tu sortais, ton kimono, il était trempé, t'étais rouge. Ça avait tout tiré de toi. C'est des sports extrêmement exigeants physiquement. C'était horrible. Et personne t'avait rien expliqué. Personne t'avait rien expliqué. Donc t'étais juste dans un pressoir. Et t'étais content d'avoir tout vidé, mais tu te disais, waouh, chaud. Ou t'avais une technique que t'avais vue au début. Dès l'instant où t'as des milliers de techniques possibles, des milliers d'entrées, des milliers de contextes. Et donc, ça, au début, je me dis, ça m'avait plu. Je me dis, putain, mais j'ai envie de gagner. Ça a l'air extraordinaire. Ça m'ouvre un champ du possible incroyable. Il y a des techniques, il y a une nouvelle approche. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Et tout ce qui a fait mon succès précédemment, que ça soit ma force, que ça soit une souplesse que j'avais développée, que ça soit un sens du game ou autre que je voyais, rien qui passe. Oh là là, mais c'était arm block, sur étranglement, sur arm block. Je me dis, waouh, faut que je m'accroche. Et donc, je me suis accroché, et au fur et à mesure, et ça revient avec le sens. Chaque mec, quand il voyait que je m'accrochais, il me donnait un conseil. Il me dit, mais pourquoi tu laisses traîner ton bras? Pourquoi tu l'as laissé? Je comprenais pas. Et puis, en faisant une technique, puis je raccrochais, puis ça venait. Et je me souviens à David Pierre-Louis, c'est un gourou en France, il a tout gagné, il a été leader là-dessus. Et quelqu'un qui en impose. Et je viens le voir, je lui pose une question entièrement naïve, et je lui dis, mais comment tu fais pour sortir de cette technique? Et donc, moi, je m'attendais à un guide, à tout ça. Et il me dit, tu sais, le meilleur moyen d'en sortir, c'est de pas y rentrer. Et il se barre. Et tu te démerdes avec ça. Et je me dis, mais il se fout de ma gueule. Mais putain, mais c'est tout ça pour ça. C'est une énigme chinoise ou japonaise. Et en fait, ce que j'ai réfléchi beaucoup plus tard, que j'ai mis du temps à comprendre, c'était ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'en fait, il y a tout un enchaînement de fautes techniques qui t'ont amené là. Et ce qu'il va falloir que tu apprennes, c'est que sur les positions et les éléments de base que je te fais driller ou que je te donne, alors j'invoque le Karate Kid, tu vois, ce vieux film des années 80, si tu l'as vu, avec le jeune qui apprend avec Miyagi et qui peint. Voilà. Mais en fait, tous ces éléments que je te fais driller, dans lesquels tu vois pas ou quel sens, eh ben, si tu comprends que c'est un trigger et que si tu le fais pas comme je te l'ai dit, tu donnes un bras qui, lui, va lui permettre de tourner, qui va lui permettre de se positionner et t'amener, tant que tu n'intègres pas ce premier élément, tu pourras jamais en sortir. Et puis cette position-là, une fois que tu y es, si tu n'as pas une force génétique hors du commun, si tu n'as pas une élasticité, que ton bras il peut faire 90 ou 180 degrés, il y a zéro chance. Donc le sujet, c'est qu'en fait, tu dois être formé et tu dois te former. Voilà. Pareil base, pour les skills de base. De base. Et l'ordre. J'ai une formation avec mes équipes sur le sujet de hâtons-nous lentement ou qui va piano va sano, mais le sujet c'est aussi la méthode. Il y a des ordres. Moi j'ai des opportunités et des sales qui viennent me voir, qui sont un peu jeunes avec beaucoup d'instinct et qui viennent avec des choses qui les posent sur ma table, et je dis mais là
ton opportunité, tu penses qu'elle est à près de la fin, alors que si tu regardes, tu sais pas vraiment pourquoi le client il veut acheter, tu sais pas vraiment la valeur que tu vas lui apporter, tu sais pas la quantifier, tu as une idée dans ta tête mais tu lui as jamais présenté vraiment. Ce que tu me montres à moi, c'est tu veux me faire plaisir, tu veux me dire que tu as quelque chose et que je m'y intéresse, mais c'est pas moi. C'est lui le client, ça doit se passer entre lui et toi, moi je dois pas être là. C'est entre vous deux que ça se fait. Donc maintenant tu vas revenir en arrière, tu vas me reprendre ton truc où ça fait des mois que tu es dessus et tu vas me remettre ça dans un slide deck et tu as 180 pages de notes que tu n'as jamais notées. Donc maintenant il va falloir faire de l'archiviste, tu vas être transformé en archiviste et tu vas reprendre au basique. Et tous les problèmes, et on va regarder les 3 ou 4 derniers deals que tu as fait et quand on va les regarder, tu sais quoi ? On va trouver un point commun. C'était le même. Chez, comment il s'appelle, un gros training que j'ai eu, un autre génie de la vente, c'était Jérémy Degan, le patron d'AppDynamics, qui a été ensuite racheté par Cisco et qui avait mis en place pas mal de méthodes de vente chez BMC, avec John McMahon, avec toute la clique. C'était un passionné de foot. Un mec de Newcastle avec beaucoup de swag et une grande gueule, mais un génie. Et il était passionné par le foot et il ramenait tout au foot. Et je me souviens, il nous avait fait une session sur Mickey Rooney qui avait traversé les enfers parce qu'il n'avait jamais mis une tête et il avait les statistiques le plus pourri du monde. Et il avait montré comment son entraîneur, en fait, lui avait montré toutes ses vidéos. Il était passé en disant « Mickey, assieds-toi, regarde, tu vois tes stats ? Mais je ne vais pas simplement te faire les stats. On va regarder chacun des replays sur les 10 derniers matchs et tu vois la tête du mec qui se décompose un peu. Et quand tu es sportif de haut niveau, j'imagine que tu es avec les meilleurs, dans les équipes avec les meilleurs, les éléments, et regarder le truc sur lequel tu commences à te rêver et te dire ouais c'est vraiment pas ouf. Voilà. Et que tu es là, que tu es un peu penaud, que tu as une caméra, que tu as ton entraîneur. Mais le mec le prend et lui dit écoute, tu as un programme spécial, on te laisse sur le côté, tu as beau être qui tu veux, mais tu as un sujet là-dessus. Et il y a je ne sais plus combien de temps d'entraînement, et après, on filme sur les 15 matchs suivants, dans lesquels il met tous ses buts et tout ce qu'il enchaîne sur la tête, et l'explosion des statistiques. Et Jérémy, c'était le mec aussi qui disait, c'est votre job de... Il y a cette émotion, donc vous devez... Jérémy et John McMahon, c'était mon premier point de manager, il disait, la première chose que vous devez faire en tant que manager, vous devez connaître exactement l'état d'esprit dans lequel sont vos gars quand ils rentrent le soir, ou quand ils prennent le train, ou quand ils prennent le bus. Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils sont boostés? Est-ce qu'ils sont pas satisfaits? Et vous devez être des artisans de ça. Si vous pensez qu'ils font pas un bon boulot et que c'est des mecs qui sont drivés par l'ego, eh ben, vous devez bousculer cet ego. Et parfois, vous allez leur faire un peu mal sur le sujet et ils vont se rentrer mal dans leur peau. Et l'an dernier, j'ai eu un petit jeune que j'ai pris hyper talentueux qui était à la technique et qui a voulu passer commercial. Il était excité et je voyais un potentiel incroyable. Et on fait un deal et il m'appelle sereinement un matin sur le deal et il me dit ouais, finalement, cette opportunité, elle va pas se faire et le truc, il disparaît et machin. Et ce jour-là, j'ai dit non, je vais pas être sympa ou je vais pas écouter ou je vais pas le tolérer. Je vais dire mec, ça, cet engagement, maintenant, il y a quelqu'un de ton équipe qui va devoir faire ton job et qui va devoir masquer ça. Et moi, peut-être que si ça se fait pas, il y a quelqu'un d'autre à côté de moi qui va devoir le faire. Donc, le premier point, mon gars, c'est que tu viens pas pour m'apporter les nouvelles. Je les entends, j'entends. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est ta responsabilité vis-à-vis de tes pairs et vis-à-vis de moi de le faire. C'est ta responsabilité. Et à la rigueur, je suis pas là, je suis malade. Ça doit te bouffer le bide. Tu devrais m'appeler, tu devrais être honteux de m'appeler. Tu devrais te tordre le bide en te disant comment je vais appeler, comment je vais dire ça à Yvan. Et donc voilà. Et j'ai raccroché. Et je suis parti. Guess what? Il revient le soir. Bon, Yvan, j'ai trouvé un truc, on va pas faire le deal pareil, j'ai appelé un tel, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Bon, finalement, on va faire le deal, ce sera pas le montant, mais voilà. Fine. Et je débriefe avec lui une semaine ou deux. Et il me dit, tu sais quoi? Au moment où tu m'as dit ça, j'étais désespéré. J'avais le moral dans mes chaussettes, j'étais laminé. Je me disais, est-ce que ce job est fait pour moi? Est-ce que c'était ça? Et le mec aussi a pas mal de swag. Et à ce moment-là, il s'est dit, ouais, je peux pas accepter. Je peux pas le tolérer. C'est comme quand tu perds, t'es là, tu te dis, je peux pas perdre ce match, je peux pas perdre ce combat. C'est où tu vas chercher dans autre chose. Ça n'a plus rien à voir avec le physique ou la technique. Et c'est le tout oublier et jouer. C'est à ce moment-là que tu vas chercher dans l'humain et que tu pousses. Et il s'est sorti, il s'est arraché, il a fait quelque chose. Et c'est un acte fondateur pour lui. Il va s'en souvenir toute sa vie. Mais donc, c'est chouette comme analogie, mais si on revient un peu sur tes techniques de management, ouais. Très porté sur la base, sur l'état d'esprit, sur l'envie de s'arracher, sur célébrer le travail de l'ombre, sur les connexions humaines qui sont assez
pas antagoniste, mais en tout cas surprenante par rapport au métier pur et dur de ce que vous faites en tant que sales chez Snowflake. Et donc je te disais qu'en préparation de cet épisode, j'avais appelé Edouard Beaucourt, que tu avais eu, qui t'aime beaucoup et avec qui tu avais bossé chez Snowflake, et maintenant il est chez Pigment. Et il me disait, notamment quand on vous comparait tous les deux, il me disait, moi j'étais peut-être un peu plus posé, un peu plus stratège, un peu plus high level. Par contre, Yvan avait une connexion une façon assez incroyable de connecter avec les gens, de rester, tu vois, je sais pas, d'aller boire des coups avec les jeunes quand il faut aller les intégrer, mais vraiment pas juste parce que t'aimes l'alcool, mais aussi pour rencontrer les gens au-delà du tatami du boulot habituel, vraiment aller comprendre loin derrière les barrières professionnelles comment va l'humain et le comprendre, mais sans jamais que ça empiète sur sa rigueur et sa discipline professionnelle. Et notamment, il me donnait un exemple qui était assez rigolo, où lui, apparemment, est un fou d'organisation, et quand t'as un avion, et ben, il y est 4 heures avant. Et on était à Vegas, je lui ai envoyé un texto pour qu'on aille, il y avait un séminaire, vous n'étiez pas au casino à Vegas, mais c'était un séminaire aux États-Unis, et je lui ai envoyé un texto parce qu'on devait prendre l'avion ensemble, et il me dit, je crois que quand il me répond au texto dans lequel moi j'allais rentrer dans le taxi pour aller à l'aéroport, il était encore en boîte. Et pourtant, vous étiez ensemble dans l'avion au final. Alors il me dit, on n'a pas beaucoup discuté, il en a profité pour rattraper un peu de temps de sommeil, mais ça m'a jamais enlevé. Donc parle-nous de ce rapport que tu as au contact des autres et d'aller dans l'humain plutôt que de le professionnel. Alors, c'est très marrant ce que tu me dis, parce que un de mes meilleurs potes, un pote d'enfance, il est prof de sport. Il s'appelle Benoît Muguet, c'est un super prof de sport. Ses parents sont profs à l'INSEP, donc ils enseignent aux profs. Sa mère était la première maître d'armes en escrime de France. Ils sont tous les deux docteurs en sport. Donc, il y a une religion du sport en tant que... tout ce que ça peut couvrir, d'humain, quasi philosophique. Et on en discutait sur le fait qu'il avait testé des milliers de programmes et des milliers de formations. Comme moi, j'ai lu des milliers, enfin pas des milliers, mais des dizaines d'articles, de bouquins autour de la chose. Et il dit, maintenant, en fait, quand j'ai tout épuré, la première chose que je cherche, c'est le driver humain, la chose humaine qui fait que ça va avancer. Et tant que j'ai pas débloqué cet élément humain, le mec... où la fille peut avoir le meilleur potentiel humain, la meilleure chose ou les éléments, on va continuer à être sur cet échec. Il me dit, j'ai un gars, parce qu'il a un de ses anciens gars qui coachait pour le physique, qui est devenu prof aussi d'arts martiaux, de Kempo, il a fait de la compétition à haut niveau sur le sujet, et il vient l'aider à coacher pour la partie physique avec les petits jeunes, et il dit, tu vois, lui, il a tout. À l'entraînement, à tout, c'est le meilleur. C'est le meilleur partout. C'est le meilleur accompagnement, c'est le meilleur sur le drill, c'est le meilleur en sparring. Il arrive en compétition, une fois sur deux, il se trouve. Pourquoi ? Parce qu'il y a une peur de l'échec à un instant, parce qu'il y a un élément. Et que là, tant qu'on n'a pas résolu toute la partie mentale et préparation mentale qui libère ce potentiel, on fera rien. Je peux lui rajouter plus de squats, plus d'éléments, plus de nouveaux outils. Je vais rien avoir. Et dans les sales, et c'est la caractéristique des équipes de haut niveau, de haute performance, c'est dans la vente, c'est dans l'armée, c'est dans le sport. Tout ce qu'on a dit, le drill, les techniques, les méthodologies, mettre en place une cadence, la répétition, les éléments, c'est la base. C'est la base. Faut faire ça, mais c'est l'exigence. Tu peux pas ne pas faire ça, c'est la base. Mais ensuite, ce qui fait que les meilleurs s'en sortent et qui se dépassent, c'est dans l'humain. Dans deux humains, l'humain individuel et l'humain dans son groupe. Et donc, il faut travailler sur ces deux éléments-là. Les gens ne se dépassent pas. Les gens ne se dépassent pas pour une feuille Excel ou pour de l'argent, en fait. Contrairement à ce qu'on pense, on ne se dépasse jamais pour ça. On se dépasse parce qu'on a eu une histoire dans son enfance et on veut prouver à son prof, on veut prouver à son père, on veut prouver à sa mère. On a eu un truc qui t'a... une humiliation, où on a fait une victoire incroyable et on va la rechercher, on va la retrouver toute sa vie. Mais on trouve le dépassement dans quelque chose qu'on a en soi, dans l'extrême, dans quelque chose qu'on a en soi. Et donc le dépassement, il vient de l'humain. Et donc si tu veux être dans la high performance, il faut d'une manière ou d'une autre aller chercher quelque chose dans l'humain. Il faut les amener à se révéler. Et tu as différentes... Enfin, je parlais en arrivant, j'ai re-regardé un podcast, je fais une aparté là-dessus, j'ai re-regardé un podcast, un truc de TED en 2009, sur un mec qui a analysé les grands chefs d'orchestre, et il a chacun cherché quel était le style des chefs d'orchestre. Et tu verras, le truc est extraordinaire, parce que pour chacun, il dit, tu as les chefs d'orchestre qui cherchent le contrôle. Tu as ceux qui sont dans l'expressivité, qui sont dans l'humain. Moi, j'en suis. Tu as des gens qui ne bougent pas un œil et qui tapotent sur... C'est pour dire, regardez,
tout est dans la musique, rien que la musique, je ne veux rien d'autre. Il y en a d'autres qui sont centrés sur eux parce qu'ils veulent quelque chose de parfait, il y en a d'autres qui laissent exprimer les musiciens. Et bien là, c'est pareil, chacun en tant que manager, et c'est une quête, c'est de trouver quelle est ta manière d'interagir le mieux avec les gens qui correspond à tes valeurs, à ce que tu es et qui permettra d'avoir ces résultats. Moi, je suis un gars du Nord, j'ai beaucoup de sujets sur l'humain. J'ai eu la chance de gens qui sont impliqués, Cédric Pêche, c'était un canal, j'ai reçu d'eux, ils m'ont mis des énormes branlées, jamais sur la partie humaine, mais toujours sur le fait que sur le boulot, il y avait des choses que je me masquais ou que je faisais pas, mais c'était toujours dans la volonté de me faire progresser. Et j'ai gardé cette volonté de transmettre ça aux gens et ma manière d'interagir. Moi, j'ai toujours suivi les gens qui étaient avec nous. Et les gens, ils se battent pour toi, tu vois. Ils vont se battre pour leurs coéquipiers, ils vont se battre pour leur entraîneur. J'ai toujours eu ce lead from the front. J'ai toujours dit aux gars, mais on a une mauvaise période. On a des énormes compétiteurs. Ils sont en train de nous laminer. On a perdu des leads. Tout le monde a perdu confiance. On a des éléments. Il reste rien dehors. S'ils ne croient pas en nous, qui sommes leurs chefs, qui va les guider ? Donc, c'est à nous, à un moment ou à un autre. On ne peut pas avoir un niveau d'excellence ou un sport d'excellence et se dire, moi, je suis manager, c'est 8h, 17h, je rentre, je contrôle avec une feuille Excel, je mets une note, c'est bon, c'est mauvais, c'est des éléments. Je dois aussi comprendre leur état émotionnel. C'est l'humain au centre de tout. Voilà, j'ai des gens il n'y a pas longtemps, ils n'étaient pas très bien, on se dit ça va pas, machin. Bon, bah moi j'ai cette connexion avec humaine pour qu'au bout d'un moment, au bout d'un café, je dis viens, allez se boire une bière, allez un truc. Et là, c'est des gens qui te lâchent, qui ont un problème familial hyper lourd, qu'il y a quelqu'un dans leur famille soit qui est décédé, soit qui a des problèmes et des éléments. Et donc à ce moment-là, la seule chose que tu fais, c'est t'enlèves toute la charge de pro, tu mets les barrières autour, tu leur laisses l'espace. Et de toute manière, ces gens-là, ils reviendront sur le sujet. Et même s'ils n'expriment pas le fait qu'ils en ont besoin, le fait qu'ils puissent respirer et autres, ils vont vouloir te le rendre. Ou ils vont vouloir se le rendre, ils vont se sentir redevables. Et tu le fais pas parce que, parce que tu veux qu'ils soient redevables. Tu le fais parce que c'est humain et c'est un point hyper important aujourd'hui, c'est l'authenticité. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de trucs sur les jeunes, ça bosse pas, ça machin, ça ceci. C'est faux. C'est faux. S'ils sont habités, ils bossent. Voilà. Mais ce qu'ils respectent pas, c'est la façade. Si t'es pas quelqu'un qui a un vrai savoir, une vraie volonté, une vraie énergie, que tu leur montres l'espoir. Une vraie vulnérabilité aussi. Une vraie vulnérabilité aussi, il faut le dire, j'ai foiré. Enfin, ouais. Si on revient sur un point, je me permets de l'aborder parce qu'on en a discuté tous les deux et t'en as touché du doigt un tout petit peu au début de notre conversation. Il y a quand même un élément central, toi, une aventure de vie assez traumatique qui t'est arrivée en 2017. J'ai pas envie de noircir la conversation et de la rendre un peu triste, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ce traumatisme de vie qui t'est arrivé à toi et à ta famille cette année 2017-2018? Ouais, c'est un peu corrélé aussi avec peut-être l'énergie que j'ai. Enfin, c'est directement d'ailleurs corrélé avec l'énergie. Tu parlais de cicatrices, tu vois, du passé, c'est aussi pour ça que ça m'a fait penser. 2016, je fais un examen médical. Il me dit tiens, c'est marrant, tu vas aller voir, tu vas faire tel examen à l'hôpital. Je fais l'examen à l'hôpital et là, je me réveille. Il y a le spécialiste qui est là et qui me dit non, faites ça faites ça comme examen et puis on va se revoir mardi prochain au cabinet. Bon, là tout de suite, j'ai senti que ça pue la merde. Parce que quand tu as un spécialiste et que tu mets 2 mois pour avoir un rendez-vous et que c'est lui-même qui t'accueille dans la salle de réa avec un examen pour le mardi d'après, tu dis tiens. Donc voilà, donc j'ai eu un cancer qui a été diagnostiqué. Voilà, je sors de chez lui le mardi. Il me dit vous pouvez aller voir un chirurgien. Je me retrouve le jeudi avec le chirurgien qui dit je peux vous opérer. Je dis mais quand ça? Jeudi prochain. Et donc là on est en décembre le 8 décembre 2016, passe sur le billard. Je sors de là, tu fais des examens à la sortie, manque de bol, j'avais encore des cellules, donc direction la chimio et puis je fais de la chimiothérapie. En même temps, ma mère elle est diagnostiquée d'un cancer du même cancer, mais elle est diagnostiquée en janvier. Mon père est diagnostiqué d'un cancer en janvier, ma mère en février. Moi, je finis la chimio en juillet, mon père meurt en août. Et voilà. Et voilà. Donc ça fait le truc. Et tes parents sont allés faire des examens aussi par l'alerte. De par mon alerte, ils auraient dû le faire en avant, ils l'ont pas fait, et voilà. Et donc ça m'a mené ça. Et donc l'année 2017 chez moi, c'était un peu l'année du chat noir. Ouais. Et c'était aussi un point. Moi, j'arrive à l'entretien en août, donc je pèse 15 à 20 kilos de plus parce que
Il y a plein de sujets, la chimio fait pas mal, hein, c'est pas le sujet, mais c'est assez désagréable, ça te donne des nausées, machin. Et en fait, moi je prenais de la cortisone, parce que c'était le seul moyen, mais ça me faisait bouffer. Ouais. Et donc je prends 15 kilos. Donc, et c'est la rétention d'eau, c'était tout gonflé. Le truc, donc je suis un peu tout gonflé, je suis pas au top, j'ai pas fait d'activité physique, machin, c'est assez contraignant. Donc j'arrive là, je vois le patron qui était Chris Dugnan de Snowflake et qui me dit non mais on pense que je lui parle pas de ça mais il me dit ouais c'est toi qu'on veut, t'es le bon mec, c'est toi qu'on veut pour lancer la machine. Et là c'est un truc qui m'a donné parce que à ce moment-là je sentais que je n'avais plus rien, je me demandais ça c'est août 2017 du coup. Voilà, je croyais plus en moi et il m'a donné ça et finalement j'étais tellement content en fait qu'on me donne cette chance de le faire, que c'était aussi une rédemption, c'est-à-dire que je me suis, enfin pas une rédemption mais une catharsis quoi. Je me suis jeté en fait dans l'histoire Snowflake comme une preuve à la vie et comme une volonté de vie ou en tout cas d'un obstacle au cancer qui m'avait taclé. Et puis je t'en avais parlé, c'était aussi ce cancer, ça a été aussi un énorme apprentissage d'un point de vue humain en coaching. Alors je ne dis pas qu'il faut passer par une phase de cancer pour développer une capacité de coaching. Mais moi, à cette époque-là, je me suis dit, si j'ouvre pas, enfin mes parents, c'était de la vieille école, donc si tu parles pas quelque chose, tu vas pas ennuyer les enfants, et si t'en parles pas, ça n'existe pas. Ouais. Moi, je me suis dit, si je fais ça, j'ai 3 enfants, mon sujet, c'est de les élever et d'éduquer les gamins. Tout ce que je peux mettre de mon côté pour y arriver doit faire sauter toutes les barrières. Donc je me suis dit déjà, il faut que j'en parle. Et donc j'en ai parlé à tout le monde, mon entourage, mes amis, et ainsi de suite. Et j'ai reçu énormément de retours de gens qui avaient vécu ça pour eux, pour d'autres, et qui faisaient preuve d'empathie. Et puis j'en ai parlé avec Thibaut, toujours Thibaut Serral, mon boss, et je lui ai dit, écoute, il faut que je l'annonce aux équipes. Et donc là, j'ai dit aux équipes... j'ai eu une grande réunion un peu dure où Thibaut est venu d'Angleterre et puis on l'a annoncé aux équipes et je leur ai dit, je me souviens qu'à la fin je leur ai dit écoutez, moi j'ai pas changé, ce qui a changé ou ce qui peut changer c'est le regard que vous porterez sur moi, mais c'est tout. Donc on est sorti. Sachant que tu t'étais encore en chimio là ou c'était fini? Ah, je démarrais la chimio. Là c'est plutôt ce que je te dis, c'est en janvier. Donc là en janvier 2017 je leur annonce et là je rentre, je fais de la chimio tous les 15 jours. Donc, tous les 15 jours, je pars une journée faire de la chimio. J'ai un jour d'attente chez moi. Et puis, la semaine d'après, je reviens et je bosse, quoi. Ouais. Premièrement, parce que je voulais pas lâcher. Je me disais, si je suis chez moi, je vais me morfondre, je vais devenir fou. Donc, il faut que je continue à bosser. Ouais. Je l'ai annoncé aux équipes. Et le truc qui s'est passé, ça a mis quasiment automatiquement, c'est qu'en fait, quand tu es dans le quotidien, tu peux te plaindre et tu peux faire tout ce que tu veux. Et en fait, les équipes, elles ont été hyper réceptives à ça et en fait, elles se sont shiftées du jour au lendemain. C'est-à-dire que des gens qui venaient avec des problèmes incroyables, incommensurables, je leur disais, mais au fait, non, mais t'en occupes pas. T'inquiète, on se débrouille. Y a pas... De même, ils s'étaient mis une jauge et en fait, ils jugeaient que c'était pas du ressort et que c'était pas de... Ça se devait pas se faire et c'était du bobo de la vie et ils allaient mettre le pansement. Et puis un autre point, je te l'avais raconté, mais c'est pour ça que je dis il faut que les autres se développent et c'est ça qui joue. Le plus beau moment en fait que j'ai vécu, c'est j'étais à mon bureau et en fait j'avais les sales, il y en a qui sont venus avec moi, Ludovic Garot, Ronan Margottin, Aurélien Pedrocchi, c'est des mecs incroyables. Ils étaient devant le tableau. Et ils avaient pris le stylo d'eux-mêmes. Et chez nous, on fait le forecast, c'est-à-dire on annonce un chiffre et en fait, on voit la somme des opportunités qui vont nous amener. Ouais. Et en fait, d'eux-mêmes, je me souviens encore Ronan qui disait alors si moi je fais ces discounts à ce montant-là et que toi tu fais ce montant-là, et ils étaient eux-mêmes sur le tableau. Et ils ont fait en fait ce résumé d'eux-mêmes. Et là, je m'étais dit, ce que toi habituellement normalement, c'est moi, chef d'orchestre, le machin. Et ça rejoint le TED dont je viens de te parler. Le TED dont je viens de te parler, le dernier, c'est son idole, c'est Leonard Bernstein, qui disait, en fait, le top, c'est quand tu do without nothing. Et la dernière image, c'est Leonard Bernstein qui est là, les bras croisés, donc il fait rien. Il regarde juste ses musiciens jouer et il sourit de plaisir de ce qui se fait. Et on voit cette connexion entre, entre les mecs et lui qui s'établit. Et c'est juste, t'as plus rien à faire, quoi. Et c'est comme quand toi, tu me raconteras, parce que je suis sûr que t'as vécu ça, le moment où cet essai, tu le lances, tu pars et cette équipe, elle est là, elle s'équilibre, il y a un truc incroyable qui se passe, cette passe, elle aurait jamais dû, mais elle se fait, ce mouvement incroyable qui est dans l'instant, et tu vis, et après, tu vas rechercher ça. Et en tant que manager, moi, c'était un peu, c'était un peu un haha moment, comme disent les Américains. Voilà, je les regarde et j'ai plus rien à faire, quoi. En fait, j'ai transmis quelque chose. Alors, il y avait encore plein de choses, plein d'accompagnements, mais à cet instant-là,
j'avais passé un cap dans ma vie et surtout, j'avais déjà réalisé. Et c'est des choses que je recherche ou sur lesquelles je travaille derrière. C'est à quel moment cette équipe, elle devient autonome et elle opère toute seule comme un animal ou comme un flow. Le flow collectif. Voilà, le flow collectif. Ouais, mais encore fallait-il que tu aies le courage de cette vulnérabilité. Alors, tu as tout à fait raison de le souligner. Il faut pas attendre d'avoir des accidents de vie comme ça qui sont, je suis sûr, particulièrement traumatiques pour mettre l'accent sur cette vulnérabilité, sur le besoin de s'ouvrir aux autres, sur cette envie de remettre les choses essentielles à plat et de pouvoir filtrer une hiérarchie des problèmes qui sont importants, pas importants. Tu vois, on a tous besoin d'accidents de vie comme ça. C'est quand même assez triste comme façon de faire les choses, mais au moins, tu as essayé d'en tirer le plus de positif avec un courage de cette vulnérabilité, avec une idée ça aurait été plus simple pour toi de le cacher. Ça aurait été plus simple pour toi de demander un sabbatical ou je sais pas quoi, ou de te barrer pendant 6 mois et de te cacher dans un trou. Ça aurait été plus simple de rien vouloir, de ne pas vouloir t'ouvrir à tes équipes. Ouais, tu aurais pu le faire. C'est quand même une prise de risque. C'est quand même se dévoiler, c'est pas évident, quoi. Mais ce que je vois aussi, et après, ça a été un apprentissage, je le fais, mais il y en a d'autres qui le font et on n'a pas besoin d'être un contexte aussi drastique pour arriver là. Mais le point, c'est que quand tu es honnête dans ton émotion, quelle qu'elle soit, hein, mais quand tu es honnête dans ton émotion et que tu parles avec les gens sur le registre de l'émotion et de l'humain, quand tu es un humain qui parle avec un humain, les gens s'ouvrent, ils partagent et en fait tu établis une autre connexion, une autre dimension. La relation, même si elle est dans le cadre du travail, elle prend une autre dimension de confiance, d'engagement et en fait tu as des résultats incroyables. Et c'est ce que j'ai beaucoup appris aussi, c'est vraiment mon travail de fond, en tout cas en termes de coaching ces dernières années. Ça a été de moins, parce que en tant qu'ingénieur, tu as toujours tendance à voir comme un problème, à utiliser son cerveau comme un thématicien et venir avec la solution. Mais en fait, la solution que tu as pour toi, en fait, elle s'applique pas aux autres. Deuxièmement, il y a personne qui achète quelque chose qui est tout près, qui sort de son cerveau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est le processus collectif pour arriver à ça. Donc, c'est beaucoup plus important d'avoir une idée et d'en partager avec 5 personnes et surtout des gens qui sont différents de toi, par défaut, qui vont te dire l'inverse de ce que tu as pensé, mais d'arriver à avoir leur angle de vue et une réflexion pour arriver à quelque chose, sur lequel tout le monde va adhérer, puisque ça a été discuté, et deuxièmement... Parce qu'ils ont contribué à la réflexion, c'est ça que tu veux dire ? Voilà, ils ont fait partie du processus, et bien souvent, ils t'apportent des angles d'éclairage auxquels tu n'as pas pensé, parce que ton historique, ta personne, fait que... les Anglais disent, quand tu as un marteau, tous les problèmes sont des clous. Voilà. C'est très juste ce que tu dis. Là, j'aurais des exemples à te donner du sport co, mais on parle tout le temps de tunnel vision, de ultra focus, tu vois. Mais ça, du coup, tu t'enlèves peut-être des prises des angles un peu différents, des prises de vue. Tu sais, on parle de prendre de hauteur, mais moi, je te parle carrément de side angle thinking. Vraiment, va prendre un problème totalement de façon inhabituelle, différente, presque marginale, va poser la question con, parce que peut-être que finalement c'est celle-là qui paraît tellement bête, tellement de côté, tellement absolument pas en lien avec le problème qui est sur la table, mais elle pourrait être très très pertinente dans l'issue finale, quoi. Et souvent dans le coaching, moi, que j'ai pu trouver dans mes équipes de rugby, tu vas me poser la question de savoir qui était le meilleur manager que tu peux avoir. Comme tu l'as très bien dit pour le chef d'orchestre, il y a 1000 façons de l'être. Il y a l'autoritaire, le dictateur. C'est bien d'avoir un dictateur. Au bout d'un temps, t'as besoin de mettre un coup de poing sur la table. Tu sais, le chef d'orchestre, au bout d'un moment, quand il frappe, il faut que tout le monde ferme sa gueule, quoi. Au bout d'un moment, c'est important d'avoir un patron. Mais si c'est que un dictateur et qu'il a aucun cœur, pas d'empathie, pas de connexions humaines, ça va marcher court terme. Si c'est que quelqu'un de bienveillant, de sympathique, avec un relationnel extraordinaire, qui paye des coups le soir, avec qui tu peux discuter, qui amène une joie de vivre, c'est génial, ça fait du bien. En même temps, s'il peut pas prendre une décision et qu'il a besoin de faire des colloques entiers pour que tout le monde puisse chip in par peur de froisser quelqu'un, t'avances pas. Et j'avais un exemple, tu vois, que je peux partager avec toi, c'est que donc ça c'est un peu dans le management humain et dans le management technique, t'as les coachs qui vont arriver avec la data, tu sais, qui est incontestable parce que j'ai vu absolument que c'est ça, etc. Puis t'as vraiment des gens qui arrivent avec des génies. Je pense que Fabien Galtier, le coach de l'équipe de France de rugby à l'heure actuelle, a un côté génie. C'est vraiment un mec qui, c'est un des seuls coachs c'était mon premier entraîneur en fait au Stade Français. Et je suis champion de France avec lui en 2007. C'était un des seuls vraiment le mardi. Il mettait pas beaucoup de forme dans ce qu'il disait, mais il arrivait le mardi, tu vois, en disant, écoutez, on va faire ça. Et c'est même pas fait de ma confiance. Je vous dis qu'on va faire ça et qu'on va marquer samedi. Et ça peut flirter avec l'arrogance, avec le manque de collaboration. Mais on marquait souvent le samedi.
Il avait très souvent raison quand même, ce con. Tu vois, vraiment, il avait un côté génie qui était important. Mais je te prends un autre exemple. On avait un coach à Clermont qui s'appelait Jono Gibbs, un néo-zélandais, qui était ni le mec avec le plus d'empathie, ni le dictateur, ni le génie stratégique, mais qui questionnait un petit peu. C'était le side angle thinker. Il avait toujours une façon de questionner pourquoi est-ce qu'on faisait les choses. Il questionnait tous les process, il questionnait tous les statu quo, toutes les choses qui étaient établies. Tu vois, en mêlée, on se baisse. Pourquoi. Et des fois, check, non, il n'y a rien à changer. Mais juste une fois de temps en temps, tu as peut-être un truc à changer et qui peut être game changer. Et je te donne un exemple. Un jour, ils nous avaient convoqués, ils avaient fait une séance vidéo où tu sais, à chaque fois que tu as des points qui sont marqués au rugby, tu as un coup d'envoi. Okay. Et il nous met des petits clips qui durent 2 secondes à peine, où tu vois notre demi d'ouverture, donc le mec qui tape les coups d'envoi pour nous, qui arrive et qui tape. Sauf que en fait, le clip s'arrête au moment où le ballon juste lui quitte le pied. Donc tu sais pas où il va le ballon. Et le coup d'envoi, tu as l'équipe qui le reçoit et tu as l'équipe qui le tape. Donc si tu peux savoir quand tu es l'équipe qui va recevoir la balle où va être tapé le coup d'envoi, c'est un avantage qui est extraordinaire. C'est une donnée qui est énorme. Tu peux te préparer en fonction, c'est la première façon de remettre le ballon en jeu, donc tu peux le sécuriser, etc. Et là, il arrive à chaque fois, il m'épose, ou en tout cas le clip s'arrête au moment où le ballon lui quitte à peine le bout du pied, donc on ne sait pas où ça va. Il dit, alors, où va la balle? Je dis, on ne sait pas, Jono. Vous n'avez pas compris. Clip d'après. Où va la balle? Mais non, mais Jono, tu t'arrêtes toujours trop tôt. Et puis il les descend un peu comme ça. Où va la balle? Non, vous n'avez pas compris. Regardez un peu son cheminement. D'où vient ce jeu au pied? On n'arrive pas. Il convoque le demi d'ouverture, il le met devant tout le monde. Il dit, refaisons ton process. Alors qu'est-ce que tu fais? Mais dans tous les coups d'envoi qu'il tape depuis l'âge de 6 ans au rugby, je sais pas, moi, je tape mon ballon au sol. Ok, après tu fais quoi? Je dis à mon équipe où est-ce qu'on va taper. Ok, à moins d'avoir des micros d'espions, on peut pas savoir. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Après, je pousse l'arbitre. Comment ça, tu pousses l'arbitre? Pour éviter de taper dans l'arbitre, je dis à l'arbitre où je vais taper et il se met de l'autre côté. 99% des coups d'envoi au rugby, t'as qu'à regarder où est l'arbitre. En fait, le coup d'envoi sera de l'autre côté. Sauf initiative qui arrive une fois sur 1000 ou coup de génie, il décide finalement de taper de l'autre côté, etc. Et c'est un truc qu'on n'avait jamais pensé à regarder. Qui est une donnée qui est disponible pour tous, dans tous les sports, mais parce que lui questionnait perpétuellement la façon dont on faisait les choses. Pourquoi tu sautes pied gauche? Pourquoi tu sautes pied droit? Pourquoi tu lèves 2 mains? Et pourquoi pas une main? Parce que je suis plus fort. Ok, ça passe. Et tu vois, et juste c'était le side angle thinker. Et c'est vrai, là, on s'est tous regardé vraiment particulièrement con, en se disant, on n'y avait pas pensé. Parce que c'est une idée qui est différente, qui est un peu loufoque, qui est pas essentielle, qui est pas tunnel vision, super focus, qui a aucun génie dedans. Et pourtant, il fallait regarder le truc différemment. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup ça. Dans la tech, c'est quand même beaucoup ça. C'est une course contre la montre. Il faut aller plus vite, il faut ne pas arrêter, il faut souvent copier les autres. Alors que des fois, une petite prise de hauteur, regarder les choses d'un autre angle, soit toi-même si tu y arrives, soit par un cercle restreint de coachs, d'amis, de collègues, de tout ce que tu veux, tu peux peut-être juste trouver une petite perle au milieu de tout ça. Alors, c'est génial cette histoire. Ça, je pourrais la raconter à mon équipe. Voilà. Tant mieux. Ouais, ça soulève 2 choses. C'est le besoin de s'adapter, c'est poser ses process. C'est-à-dire qu'un process qui était bon à un instant T, est-ce qu'il est encore bon aujourd'hui? Et des fois, ils le sont. Ouais. Et des fois, ils le sont. Et la question, c'est juste de revalider si oui ou non le process est toujours valide dans l'état tel qu'il est, ouais, et par rapport à la problématique. Ouais. Le deuxième, c'est celui du sens. Et encore plus dans les grands groupes... et dans les grandes entreprises, parfois il y a des automatismes, ça se fait comme ça depuis toujours, mais on a perdu le pourquoi, c'est-à-dire le besoin original, on ne le sait plus. Et si on se pose la question, pourquoi on a toujours engagé comme ça? Pourquoi on a toujours fait ce processus-là? Pourquoi on passe par 3 étapes et pourquoi on passe pas par une? Ouais. Et en fait, c'est aussi très difficile d'arriver, parce que tu parles de tunnel vision, j'imagine que quand tu es sportif, tu as le poids du match, le poids des sponsors et tout ce qui est derrière tes épaules pour aller vers cette gagne. Et donc en fait, tu n'as pas tellement de temps pour remettre en cause et repenser quelque chose. Tout le monde est dedans et on attend de quoi quelque chose dans un rail, alors qu'en fait, à cet instant-là, il faudrait faire du step back. Et dans toutes les organisations performantes, t'as pas le luxe de la pause, ça c'est sûr. Voilà. Et c'est ça le très difficile pour les organisations performantes, qu'elles soient commerciales ou sportives. C'est le temps de pause pour sortir et pour s'auto-observer un peu et avoir un peu de recul. Parce que chez nous, on a un sales process, on est aux États-Unis, c'est processé, première étape, discovery, 2 appels, taper lui, faire ça, remplir le fichier, mettre, passer. Mais des fois, en fait, t'as tické des box, mais
le produit a évolué, le marché a évolué, cette box, elle va plus, mais en fait, t'es poussé à toujours en faire plus. Et puis, quand t'as un process, le risque, c'est de vouloir en faire un plus gros volume versus rester sur l'esprit, rester sur la qualité. Et c'est ça aussi la difficulté, moi, en tant que manager, c'est le zoom in, zoom out. À quel moment je suis avec les équipes, j'ai de la légitimité, à quel moment je dois avoir du recul et piloter. À quel moment je dois descendre l'intervention sur le terrain, à quel moment je dois être extérieur. Ouais, mais c'est là où ces relations humaines dont tu parlais, qui peuvent paraître futiles par rapport aux enjeux stratégiques dont tu décris, sont en fait essentielles. Parce que si tu connais la personne au-delà du collègue, tu vas pouvoir peut-être détecter dans le body language des informations, dans la façon de réagir, qui seront précieuses. Donc des micro-détails qui vont te donner encore plus de précision dans la jauge. À quel point est-ce que je suis dans le run et dans le build, tu vois. J'en discutais avec le coach du Stade Toulousain, Hugo Mola, que je trouve franchement assez impressionnant. Moi, ce qui m'impressionne dans les clubs de sport en règle générale, c'est pas de gagner une fois, c'est de créer une dynastie de victoires. Comment est-ce que tu fais pour pérenniser la victoire ? Ça paraît facile, Manchester United est roulé sur tout le monde. Là, ils ont perdu une finale de coupe, ils sont 17e de Premier League, alors que Sir Alex Ferguson, lui, pendant 15 ans, il défonçait tout le monde et il y était au match. Et tu vois, et ça paraissait normal, ça paraissait facile. Oui, mais c'est facile, ils ont plein d'argent, ils ont le meilleur joueur, ok ? C'est pas une excuse, c'est pas une raison, parce qu'il y en a plein d'autres qui avaient plein d'argent et qui avaient les meilleurs joueurs et qui ne gagnaient pas. Donc, même quand tu arrives à gagner une fois, c'est vachement dur parce que tu as une décompression un peu naturelle. Quand vous faites 250% de croissance une année, tu as peut-être envie de faire une petite teuf et de faire un peu de cash-out et d'être fier de toi. C'est vachement dur de ranimer la machine. Bien sûr. C'est Nicolas Karabatic qui me dit, si ton objectif c'est d'être meilleur joueur du monde de handball, quand tu l'as une fois, tu fais quoi ? Tu pars à la pêche ? C'est vachement dur. Et donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est à quel point. Et Hugo Mola, donc, me racontait son idée entre le run et le build. Bah, c'est qu'en même temps, si je prépare pas la génération d'après, quand je me rends compte que j'ai un petit trou dans ma génération, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que là, tu mets 5 ans pour t'en sortir. Mais pour former la génération d'après, bah des fois, il faut prendre des petits risques. Des fois, il faut les faire tourner. Des fois, il faut mettre au repos tes meilleurs joueurs. Et avec potentiellement la pression des médias, des sponsors, des machins, qui, eux, veulent des résultats maintenant, mais ce seront les mêmes qui te reprocheront ton manque de résultats dans 5 ans si jamais tu as loupé le truc. Et de trouver cette jauge, elle est vachement dure. Et donc, on en revient à ce que tu disais. Pour que ta décision soit la moins mauvaise, où est-ce que tu places cette jauge ? Il faut que tu connaisses au mieux possible les gens avec qui tu interagis. Et donc, au final, ces interactions humaines, elles sont pas juste du nice to have. Elles sont du absolument must have. Ouais. Alors, mais c'est marrant parce que ce que tu dis là, c'est exactement ce que j'ai fait ces dernières... Alors, pas j'ai fait bien. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. J'ai pris... beaucoup de jeunes, j'ai embauché beaucoup de jeunes en me disant, et je les ai pris pour des qualités que j'avais vues en disant si je les coach, ils vont devenir l'excellence. Ils ont en tout cas l'ADN de l'excellence. Ouais. Le challenge que j'ai en tant que coach, c'est Pygmalion. Est-ce que je vais révéler, c'est un diamant brut, est-ce que je le taille ou est-ce que je le casse ? Ouais. Voilà. Donc ça, c'est en tant que manager, c'est quand tu as un terreau fertile, est-ce que j'arrive à pousser ? Ouais. J'ai pris un jeune, contre toute attente, on m'aurait dit il faut prendre un mec de 50 balais, c'est le plus dur, c'est le plus ceci, cela et tout. J'ai pris un jeune qui avait 30 ans pour le coller sur une grosse banque. Il a mis 2 semaines avant de prendre un rendez-vous avec le N-1 d'une directeur d'une des top 3 banques françaises. Ouais. Et il s'est assis à côté, il connaissait pas le produit et il connaissait pas bien ce qu'on vendait. Et il a commencé à poser des questions sans se poser sur lui, sans poser aucune. Comment vous allez faire la stratégie ? Vous avez 600 millions d'économies, comment vous allez y arriver ? Et autres. Et je le regardais là et je dis, ok, j'ai pris un risque en prenant ce gars, mais moi, je me connais et j'assume le risque. Et le point, c'est qu'il faut être en ligne avec soi-même. On ne peut pas performer si on ne se met pas à risque. Quand je prends le choix de mettre ce mec-là en première ligne, qui est un petit joueur qui n'a pas encore prouvé, j'ai mes idées, j'ai mes éléments, j'ai fait tout un assessment qui est rationnel et qui est clair que je l'ai mis là. Si ça échoue, ce n'est pas lui, c'est moi. Et le claim, c'est tu fais du meilleur. Si ça réussit, c'est toi. Si ça échoue, c'est moi. Okay, mais toi, tu cours, tu fais, tu y vas. Tu lâches les chiens, c'est pas ton sujet. Et tout le reste autour, c'est moi qui fais la barrière autour. Mais il faut avoir des nerfs, il faut être passé autour, il faut être prêt à le faire. Les risques. Tu lui expliques ça aux petits jeunes ? Tu as dit, si ça réussit, c'est toi. Si ça ah oui, si il ça faut leur dire. C'est ma faute. Il faut leur dire. C'est mon truc, bien sûr. Il faut le dire aux équipes. Il faut leur dire. Et de la même manière, quand ça foire, des fois ça foire et ça foire pour l'équipe. Et je leur dis, les gars, je suis le dernier rempart. Après, le premier qui va sauter, c'est moi. Mais vous serez les suivants sur la liste. Et je ne vous le dis pas pour vous faire peur. Il n'y a pas une menace. C'est la réalité. C'est une réalité. Dans une organisation d'excellence, c'est vous qui méritez votre place. Vous devez démontrer en permanence que vous avez votre place.
j'utilise l'expression, je leur dis, c'est swimming with sharks. Vous nagez avec les requins. Soit vous méritez votre place, vous êtes un super prédateur, vous êtes tout en haut de la chaîne alimentaire, soit vous faites dévorer. Dans une équipe de top performers, il faut connaître les gens, il faut savoir. Les top performers votent les top performers. S'il y a un mec qui est mauvais dans ton équipe et qui n'a pas des éléments qui présentent de l'ADN, d'excellence, les mecs disent, mais pourquoi tu as un loser dans l'équipe? Ou pourquoi tu as une loseuse dans l'équipe? Et pourquoi lui? Et là, ils se mettent à douter de toi. Cette médiocrité. Pourquoi toi, en tant qu'entraîneur, tu tolères cette médiocrité sur le sujet? Ils doivent le voir. Et j'avais une bonne équipe avec des bons gars, des sales excellents, là, il y a 5 ou 6 ans. Et alors, c'était que des mecs, les stéréotypes des sales, c'était des branleurs, des machins, mais ce qui était marrant, c'était peuplé de testostérone. Mais ce qui était marrant, c'est qu'ils se regardaient tous, quoi. Oh là là, lui, là, il y a des gros chiffres. Ouais, il y a des gros chiffres. Ouais, il n'y a pas moyen que j'annonce pas des gros chiffres. Faut que j'y aille. Et les mecs m'ont dit, j'en ai parlé avec Pierre Brunard, qui est devenu qui est un copain, hein, et qui me dit, mais elle était belle, cette équipe. Et lui, il en parlait avec cette nostalgie de lui-même en tant que sales quand il était dedans, que ça le stretchait, que ça l'émulait. Parce que les meilleurs, ils recherchent l'émulation. Donc, tu dois créer un contexte d'émulation dans lequel tu as des gens très bons. Très bon par l'humain, très bon par le partage, mais d'une manière de gens très bons qui vont se dépasser par la collection de leur individualité. Et ça, voilà. Et ça, c'était un point. Mais il faut un risque. C'est-à-dire qu'en tant que manager, il faut savoir prendre les risques et après, il faut les prendre intelligemment. Si je prends que des petits jeunes qui arrivent et que j'ai un quota qui est démesuré et qu'on doit chercher 240% de croissance, le temps que je les forme et qu'ils y arrivent, je les ai tous mis à risque parce que de toute manière, on ne va pas faire le chiffre. Moi, je vais prendre un plomb et eux, ils vont partir avec l'eau du bain. Donc, il faut aussi un équilibre et c'est pour ça que c'est beaucoup plus important en fait de former et qui est toujours plus important dans les grosses organisations. Mais si tu passes ton temps à former, tu délivres pas sur tes contrats non plus. Donc, c'est la jauge. Donc, c'est un équilibre. C'est la jauge. Tu vois, je dis toujours à mes gars, je recrute des gens qui sont la première qualité qu'on cherche, c'est des gens coachable. Coachable, ça veut dire que tu es capable de prendre un feedback. Un feedback, c'est positif ou négatif, et d'agir immédiatement dessus. Cette coachabilité, elle est indispensable. Pourquoi? Parce que dans ton job, tu ne peux pas passer plus de 10 à 15% maximum du temps qui t'est alloué dans une semaine de travail à te former. Si c'est plus que ça, tu ne pourras pas faire les tâches quelles qu'elles soient, et donc tu vas échouer. Donc il faut que tu sois capable de prendre un feedback et d'agir immédiatement pour que tout ce que tu as à apprendre tienne dans les 15% de ta semaine qui sont nécessaires à ton propre développement sur ce qui t'est spécifique. Donc ça, c'est des éléments c'est des éléments fondamentaux. C'est à quelle vitesse ils apprennent, est-ce qu'ils sont prédisposés, et il faut savoir qui est déjà mature. Et donc il faut un référentiel de qui est mature et autonome, qui va tirer l'équipe, sécuriser des chiffres, qui est la dernière personne que tu fais rentrer et que tu fais monter pour que le risque soit dilué. Et attention, celui qui arrive, on revient à la récompense. Tu arrives dans l'équipe, c'est un reward. Le fait d'être dans cette équipe, c'est un booster de ta carrière, c'est un booster de tes compétences. Tu es là parce que tu es l'ego des autres. Donc, on va t'aider, on va te donner des éléments d'équité pour que tu rattrapes, mais ton sujet, c'est que tu dois développer pour performer, pour prouver que tu as ta place. Et rendre la confiance qui t'a été accordée. Voilà, et la confiance qui t'a été accordée. Franchement, on pourrait parler des heures, mais j'aimerais, avant qu'on wrap up un peu sur deux, trois conseils de bouquins, de films, de sportifs qui t'inspirent, etc. Je voudrais juste revenir sur un truc. Tu soulignes le fait de la prise de risque essentielle dans l'apprentissage. Tu m'as parlé d'un combat contre un ex-légionnaire russe qui s'appelait Sergueï, je crois, c'est ça. Et tu avais dit cette phrase. Donc, raconte-nous cette anecdote, mais surtout à la fin, tu m'avais dit, j'ai dit, mais t'es pas un peu fou quand même de te battre contre un mec comme ça? Tu m'as dit, oui, mais au final, j'étais absolument persuadé, j'avais peu d'espoir de le battre, mais j'étais certain que si j'allais apprendre, c'était contre des gonzes comme ça. Tu vois, c'était contre un animal. Donc c'était du sambo, c'était du jiu-jitsu. C'était sambo, c'est ma première. Je crois que je sais plus si c'était les Îles-de-France ou le championnat de France en sambo, mais c'est ma première grosse compétition. Donc j'arrive là-bas, je sais plus, je crois que c'était en Bretagne, c'était bon. J'arrive là, dans ma catégorie en vétéran, enfin en Master 4, et dans mon poids, il y a plus grand monde. Il reste des profs, un prof de lutte à Chambéry, il reste des gabarits intéressants quand même. Et puis tout d'un coup, il y a ce mec-là qui se pointe. Donc il est grand, il fait une tête de plus que moi. Je me souviendrai toujours, on arrive à la pesée. Donc moi, j'étais à l'époque dans les plus de 94 kilos. Et là, il y a ce mec qui se déshabille et c'est juste une grosse boule de muscle. Ouais, c'est juste du nerf. C'est juste du nerf sec, quoi. Et le mec, il lui dit, ouais, donc toi, tu dois peser combien? T'es à 85, 86? Non, c'est 95. Là, tu dis jamais tu fais 95. Il monte sur la balance. 95. Que du muscle. Bam. Donc,
Bingo dans ma catégorie. Bon, je vais le voir, je lui dis, tiens, on va faire notre combat ensemble, et puis je parle avec lui. Donc là, il m'explique, il me dit qu'il est légionnaire, qu'il retourne voir sa famille en Russie, qu'il a, il me parle de ses faits de guerre, qu'il avait été dans l'armée, qu'il avait été stoppé avec les légionnaires, ils avaient été stoppés, les milices libyennes, quand il y a eu l'effondrement du pays et qu'ils les attendaient avec les mitrailleurs parce qu'elles pillaient le pays. Puis il te raconte ses histoires, il te raconte son entraînement du quotidien, puis il se dit, j'ai vu sur la route, il y avait compétition, je me suis dit intéressant et je suis venu. Donc le mec, il était à part. Voilà. Donc le mec, il voit le truc, il se dit tiens c'est bien, il prend un train supplémentaire, il est venu avec son baluchon sur sa route d'Ukraine, il s'est dit je vais faire une compétition. Ok. On arrive sur le tableau du tirage, premier truc, Ivan Sergueï. Bon. Je suis béni. Donc je vais sur le truc. Le premier chose que ça m'a appris, j'étais avec mon coach qui est de MMA et puis il fait son beau MMA Pancras. Et là, il me dit de toute manière, tu fais ce que tu fais d'habitude, il n'y a rien d'autre à faire. Oh. Donc j'y vais sans peur. Finalement, je monte sur le tapis sans peur. Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Voilà. Dans les bronzés. Voilà, mais voilà, te mets pas plus de stress ou commence pas à réfléchir ou à gamberger. De toute manière, tout ce que tu as fait, c'est des automatistes et les at à ton niveau, tu as les points. Et en fait, le truc, c'est que j'y vais sans peur, j'essaye. Et j'ai juste été bloqué, c'est que son bras, c'était une barre à mine, c'était une barre de fer. Il avait bloqué. Et à cette époque-là, j'ai quand même stressé. Et donc, j'ai quand même perdu mes moyens parce que je connaissais la technique, mais je n'avais pas assez drillé. Et puis, je m'étais auto-convaincu, ou en tout cas, je m'étais laissé prendre par cette barre de fer et j'arrivais pas à trouver l'angle pour le faire. Et il a réussi à m'emmener au sol et à me bloquer là-dessus. Et je me souviens, je me revois tétanisé. Et ça a été une bonne école parce que c'est exactement ce que je te dis. Je crois que 2 semaines plus tard, j'étais à un entraînement de jiu-jitsu avec un mec qui était beaucoup plus lourd et qui avait la même caractéristique. Et je m'étais dit, je vais pas le faire 2 fois. Et donc, j'avais répété avec mon mannequin à la maison et j'avais été regarder la vidéo et je me dis, mais putain, il suffisait juste d'accrocher ça et de passer mon coude et j'aurais pu le briser. Mais dans l'instant, j'ai perdu. Et c'est face à des gens qui sont forts et qui t'obligent à te sortir les doigts que j'ai trouvé l'énergie pour le faire et pour aller me battre. Sergueï, le légionnaire, elle est incroyable. Oui. La boule noire Motus. Première compétition, t'arrives, c'est le légionnaire qui débarque. Sergueï Ivan. Voilà. Et super sympa. Après, on a papoté, elle a pris son train, elle est partie en Russie. Il a fini par gagner la compétition, Sergueï ? Alors, il a gagné tous ses matchs et à la fin, ils lui ont sorti un petit jeune et en le pound for pound, il était contre un petit jeune. Ouais, et là, il n'a pas gagné contre lui. Voilà. Mais sur les autres, oui. Incroyable. Voilà. Incroyable. L'humilité, toujours. L'humilité. Ouais, mais attends, et puis courage quand même de se jeter dans la cage en face de bestiaux comme ça. Écoute, on parlait des heures. J'aimerais juste qu'on wrap up avant la fin. Et très, très rapidement, s'il y a un athlète en particulier qui t'inspire, tout sport confondu, ça peut être un coach aussi, mais en tout cas un rapport au sport. Alexander Karelin. D'accord. Du Karelin Fro en lutte. C'était le meilleur lutteur en lutte gréco-romaine en Russie, un Sibérien qui est maintenant le gouverneur de la plus grande ville de Russie. C'était un monstre absolu. Il a mis en place des éléments de... D'abord, c'était une force de la nature. Il était plus fort naturellement que n'importe qui. Ouais. Il a mis des développements, des méthodes de développement musculaire qui avaient été jamais vues. Il a franchi toutes les barrières. Ouais. Il a inventé en fait un suplex arrière qui porte son nom et qui à l'époque terrorisait en fait tous ses adversaires. Et chaque fois que je regarde toutes ces vidéos de l'époque, même des gens qui sont plus gros, plus forts que lui, tu lisais en fait la même peur que Sergueï quand il montait sur le tapis et qu'il regardait. Et c'est marrant parce que y a un de mes potes justement, il sait que je suis un grand fan de ce sportif et il m'avait envoyé la photo de tiens, ça c'est Sergueï, et il y a une photo en fait où il a une tête un peu bestiale, avec un rire un peu sadique, et il dit ça c'est Sergueï quand tu t'es monté sur le tapis. Voilà. Et j'encourage tout le monde à regarder le documentaire là sur YouTube sur la vie d'Alexander Karelin et puis tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté à la lutte gréco, incroyable. Et le dernier artiste, je me souviens plus, celui qui a gagné 20 fois d'affilée, tu parlais du repeat, le dernier champion en lutte gréco, le Cubain aux Jeux Olympiques, qui a gagné sa énième médaille. Et qui a su rester d'une simplicité
exemplaires et c'est pas des sports forcément connus. Ouais. Tous les Dagestanais te disent tout ce que tu trouves au bout de la lutte, c'est rien du tout. Tu gagnes pas d'argent, tu paies pas de vie et tu le fais par passion et par dépassement et par envie de dépassement. C'est clair. Et ce gars, il a fait ça pour ça. Et c'est même plus une discipline olympique, je crois, maintenant. Alors, ils en ont, ça reste. Ouais. Ils en ont parlé, se posent la question ou pas de faire rentrer d'autres sports. Les frères Guénaud, je m'en souviens, on les avait rencontrés. Qui avait une histoire assez incroyable de vie, puis c'est que des sacrifices, c'est hyper dur comme sport. Bon, ouais, évidemment, pour toi, avec le MMA, c'est en train de revenir parce qu'on se rend compte que cette discipline, c'est une discipline reine et que en fait, tu en apprends tellement sur toi, sur le physique, sur le dépassement. Il y a tellement d'éléments que tu vois bien le MMA de toute manière aujourd'hui. T'es un bon striker, c'est bien, mais si t'as pas une base de lutte aujourd'hui, t'es obligé d'avoir une base de lutte pour rentrer dans l'octogone. Tu ne peux plus y aller, quoi. 100%. Yvan, merci. Franchement, merci pour ta simplicité, ta transparence, ton énergie qui est assez contagieuse, je dois dire. Merci pour ce super moment. J'espère que tu as pris aussi autant de plaisir que moi. Ouais, j'adore. C'était vraiment, ça m'a un peu secoué, mais j'étais content de le faire. Ouais, c'était très... Non, encore merci, franchement, c'était vraiment canon. J'espère qu'on recommencera parce que j'ai l'impression qu'on a encore plein de sujets à aborder tous les deux. Ouais, on a à peine commencé. Non, sincèrement, merci pour ton temps, merci pour ta transparence. C'était vraiment hyper riche et je suis sûr que tout le monde va kiffer cet épisode. Voilà. Merci beaucoup. Merci.